Sans OGM, une annonce qui se veut rassurante. Aujourd'hui, un Français sur 3 n'achète plus de produits contenant des organismes génétiquement modifiés. Ce type de label n'est pas obligatoire en France, mais il répond au principe de précaution. Puisqu'on ne sait pas pour l'instant, autant prendre des précautions. C'est pas mal d'interdire les OGM, parce que bon, on ne sait pas où on va. Une nouvelle étude vient renforcer les inquiétudes de ces consommateurs. Pendant 2 ans, le professeur français Gilles-Éric Serralini et son équipe ont nourri 200 rats au maïs OGM NK603. Leur conclusion, même à faible dose, l'OGM est lourdement toxique et souvent mortel pour les rongeurs. Tumeurs mammaires atteignant parfois un quart du poids des femelles, anomalies sévères des reins et du foie chez les mâles. Au total, les rats exposés aux OGM développent 2 à 3 fois plus de tumeurs que les autres. Ceci nous apparaît très grave parce que ça n'est apparu qu'après les 4 premiers mois et surtout au cours de la 2e année, c'est-à-dire la 2e période de la vie. Or, jusqu'à présent, les industriels n'avaient testé que 3 mois, donc on ne pouvait pas voir ces pathologies. Cette nouvelle étude met sérieusement en doute le discours officiel de l'innocuité du maïs génétiquement modifié. Quand on a commencé à utiliser la voie ferrée pour faire circuler les trains, vous avez des scientifiques de renom, y compris des grands Français, qui ont dit que ça allait être très dangereux parce qu'à 100 km/h, on allait peut-être avoir le cœur ou le foie qui allait sortir de notre corps. Aujourd'hui, il y a plus de 150 millions d'hectares qui sont cultivés avec des plantes OGM, et je ne pense pas que l'on fasse machine arrière. Les réactions n'ont pas tardé. L'eurodéputé français José Bové, symbole du mouvement anti-OGM, a demandé la suspension immédiate de la mise en culture de 2 nouvelles variétés de plants OGM, une demande entendue par le gouvernement français. Moi, je vais reprendre maintenant des positions qui étaient celles de la France, à la fois sur la clause de sauvegarde, le moratoire, et puis surtout, on va agir à l'échelle de l'Europe pour que les conditions et les protocoles d'autorisation soient modifiés dans un sens extrêmement beaucoup plus strict que ce qui est le cas aujourd'hui, pour faire en sorte qu'on tienne vraiment compte des risques qui sont encourus sur ce type d'OGM. Avec cette étude, les anti-OGM tiennent une nouvelle arme dans leur combat contre les semences transgéniques. Reste à savoir si elle sera suffisante pour enrayer la croissance de l'industrie des OGM. Eh ben dites donc, ça y est, ils nous remettent ça maintenant, ça recommence. Ils nous remettent le couvert avec ces histoires d'OGM, ça faisait longtemps. Et quand je dis qu'ils nous remettent le couvert, c'est le cas de le dire, parce qu'avec ça, on va nous faire bouffer de la merde. Encore, ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Jacques? Franchement, moi je pense qu'il peut y avoir du vrai là-dedans quand même. Parce que cette étude, elle a été faite quand même sérieusement. Je sais pas, d'après le film, d'après ce qu'on voit, le gars il a bossé quand même pendant plusieurs mois, il a travaillé sur les rats, et puis il y a des tumeurs, et puis on voit aussi, il n'y a pas seulement des tumeurs, il parle aussi d'anomalies métaboliques, je sais pas quoi. Bon, je sais pas, moi ça me turlupine. Je pense que, et puis les gens, on interroge les gens aussi, on voit bien les gens ce qu'ils disent. Tant qu'on ne sait pas, vaut mieux pas faire. Moi je pense que je me poserai des questions, franchement. Ouais, et toi, Henri, qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que tu sois tout à fait du même avis que Jean-Jacques, hein. Alors, bonjour. Donc le rôle, c'est que moi, je suis censé être un pro-OGM. Bon, alors, je suis un ingénieur. Je travaille dans les énergies renouvelables, mais... Ouais, mais bon, sauf que je suis originaire d'une famille d'agriculteurs de l'Hérault. Et c'est vrai, tout à l'heure, on a parlé du chemin de fer. Le chemin de fer a bouleversé l'agriculture dans l'Hérault parce qu'on est passé de la polyculture à la viticulture 100%. Et la viticulture, elle s'est déclinée en faisant des choses tout à fait nouvelles comme des greffes, des porte-greffes, ce qu'on appelle aujourd'hui des manipulations génétiques. Attends, qu'est-ce que tu nous parles de viticulture? On est dans les OGM. On a fait pire que ce que tu crains, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait des progrès dans la sélection des plantes et dans l'arboriculture. Et bien, les OGM, finalement, je vais vous dire, c'est peut-être pas autre chose pour un ingénieur, et je pose la question, qu'une nouvelle façon de sélectionner intelligemment les plantes. Attention, sélectionner, ça ne veut pas dire qu'il faut n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'on réussit à chaque fois, mais il y a des progrès possibles. Moi, je crois... Pas du tout. Je crois au progrès de la science. D'accord, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Jacques? C'est le cas de dire, franchement. C'est des OGM, mais c'est pas de la sélection. Ils modifient les gènes là-bas-dedans. Donc, franchement... Tu peux pas comparer ça à un truc... Alors, le débat, il est là pour qu'on s'engueule, d'accord? Mais je veux quand même dire, des OGM, il y en a énormément dans le monde, et ce qui se passe, c'est qu'il y en a, par exemple, 300 millions de Nord-Américains bouffent des OGM tout le temps, personne n'est malade. Personne ne se plaint. Attends, c'est moi qui parle. Tu me coupes tout le temps la parole. Je vais quand même dire une chose, parce que les anti-OGM dominent les médias.
Il y a une trouille pas possible parce que vous allez chercher de l'irrationnel, vous allez chercher de la trouille. C'est pratiquement une façon de terroriser les gens, je vais le dire, et je le crois vraiment, en allant chercher des angoisses. L'angoisse de l'inconnu. Et le principe de précaution utilisé à tort et à travers, je pose la question, ça peut être une grosse bêtise parce qu'on va chercher de la trouille. C'est même pas du scientifique, c'est de l'irrationnel. De l'irrationnel. Et alors, moi je dis, soyons scientifiques, mettons à plat et nous fâchons pas, et voilà. Tu peux pas demander à des gens qui sont pas scientifiques. Bon, alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, on est autour de cette belle bouteille d'ailleurs de vin, on ne sait pas s'il est bio ou pas d'ailleurs, mais ou s'il y a des OGM dedans, on le saura une fois qu'on l'aura bu. Yves, toi qui es journaliste, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tes collègues et toi, là, est-ce que vous jouez sur nos peurs? Est-ce que vous en mettez une couche? C'est quoi toute cette... Quel est votre rôle là-dedans? À quoi vous jouez? Moi, ce que je crois, c'est que surtout, moi, j'ai eu deux réactions quand j'ai vu le débat repartir. Avec ces problèmes-là. Attends. Ça marche pas, je crois. Voilà. Oui. D'abord, je me suis dit, alors là, c'était un réflexe quasi personnel parce que moi, j'ai le droit aussi, comme journaliste, d'avoir des opinions de citoyens. Alors je me suis dit, oh putain, paf, dans la gueule à Monsanto, ça c'est super. Le moustachu, il va être vachement content, etc. Mais surtout, en tant que journaliste, je me suis dit, ils ont réussi un très très beau coup. Hein. Je veux dire, ils vont faire du buzz. Alors à une époque où la presse et les médias ont beaucoup de difficultés, on cherche l'audience et tout. Tu penses que c'est ça quand même la motivation profonde et première des médias? On vend. Qu'est-ce qu'on peut sortir pour vendre, quelle que soit l'éthique qu'il y a derrière, etc. C'est ça la réalité. Malheureusement, il y a un peu de ça, oui. D'accord. Alors, il y a même éventuellement beaucoup de ça. Et c'était déjà vrai avant ça ou c'est nouveau? La presse n'a jamais été un modèle de vertu depuis qu'elle existe, donc les conflits d'intérêts, la corruption, le chantage, ça c'est le 19e, 20e siècle. Maintenant, ça continue sous d'autres formes, etc. La profession de journaliste n'a d'ailleurs ni règles, ni obligation d'avoir des formations, etc. Donc, moi, je suis pas d'accord du tout. Les médias font leur boulot. Il y a un truc qui sort. Publie la nouvelle, ça intéresse les gens, je vois pas en quoi c'est condamnable. Il y en a bien qui publient sur la crème de beauté machin, pourquoi ils ne publieraient pas sur les OGM? Je n'ai pas dit que c'était condamnable, hein, bien au contraire, parce que en plus sur un sujet pareil, où est la vérité? Qui croire? Ouais. Alors est-ce qu'il faut croire Henri, le scientifique? Moi j'ai deux idées. La première, c'est que la science, à mon avis, elle est neutre. Elle est ni bonne ni mauvaise, c'est à nous de la rendre bonne. Hein, et que si on fait des essais, il y en a qui ratent, il y en a qui réussissent, il faut prendre ce qui réussit. Alors les OGM, je ne suis pas un partisan des OGM, je dis que être systématiquement contre, c'est alimenter des trouilles, et c'est ce que font les médias. Ben oui. Alors, je voudrais quand même sortir avec deux idées. La première, c'est que les faucheurs d'OGM, ça a été dit, je vais citer une pro-OGM, d'accord, qui avait dit que les faucheurs d'OGM, comme José Bové, moi j'appelle Boyer, j'ai le même nom que José Bové, c'est la même origine, on est assez proches, B-O-Y-E. Ça veut dire Bouvien en visigoth. Eh bien, que les faucheurs d'OGM menacent le progrès de la science au nom d'une vision conservatrice de l'agriculture. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le progrès est peut-être possible quand même, Jean-Pierre. Jean-Jacques, mais c'est pas grave, parce que pas depuis très longtemps, Henri. Non, mais moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il faut tenir compte de ce que pensent les gens. Il y a plein de gens qui se posent des questions, et toi tu restes avec ta position de scientifique, tu vas dans ton labo, mais les gens ils sont pas comme ça, ils travaillent pas dans les labos à longueur de journée, donc ils se posent des questions, et là tu réponds pas à leurs questions. Tu navigues à hauteur de... Et la deuxième idée, c'est que aujourd'hui, à mon avis, les OGM sont dans le monde un grand facteur de progrès. Pourquoi? Parce que beaucoup d'espèces sont mieux résistantes au climat. Elles utilisent moins d'eau, elles utilisent moins de pesticides. Alors, pesticides, parlons-en, ils arrosent leurs plantes avec des pesticides. Non, ils utilisent beaucoup moins de pesticides. Et attendez, qu'est-ce que t'en sais? Je pense que j'en sais bien autant que toi. Je te pose la question. Et je suis ingénieur des forêts et je vous assure que nous on l'a un peu étudié. Excusez-moi. Faites une enquête avant de juger. Alors d'accord, l'homme de la rue, c'est pas... Attends, j'ai encore une idée à dire et j'y tiens. C'est que les OGM, c'est une arme. Ça peut être une arme contre la lutte contre la faim dans le monde parce que c'est impossible avec la population qu'on est que tout le monde mange bio. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est sûr aussi qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Évidemment, il y a des peurs et il y a plein de pollution dans l'alimentation par les résidus alimentaires, les conservateurs,
les résidus de pesticides et tout ça, auxquels il faut faire attention. Eh bien, je prétends que si on les utilise bien, les OGM peuvent être franchement, ils peuvent et ils doivent être une source de progrès. Mais vous voyez, Merci, mon cher Henri. vous voyez bien combien le débat est trop difficile. Dès qu'un expert parle, un autre le contredit. Donc, pour le journaliste, comment il fait? Qui a raison? Bon. Il y a des problèmes et c'est complexe. Regardez en économie actuellement, qui sont pour... Écoutez, moi je vous propose qu'en tous les cas, donc qui sont contre. bon, moi je vous propose qu'à ce stade-là, de toute façon on n'a pas résolu le débat, la meilleure chose qu'on puisse encore faire, c'est d'aller boire un bon verre ensemble pour nous réconcilier. Allons-y, merci. Bon. Certains ont raté leur vocation. Alors, après cette scénette digne de digne de la comédie française, hein, n'est-ce pas? Je pense que certains ici ont raté une carrière, mais il est peut-être encore temps de se rattraper. Redevenons sérieux, même si derrière ce ton un peu humoristique, on considère qu'il y avait des choses sérieuses, bien sûr, qui se sont exprimées. Alors, pourquoi avoir joué cette scénette avant de lancer notre débat? Ben, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'en fait, c'est bien ça le problème de cette thématique que représente la question des OGM. Ça fait 20 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, que ne cesse ce type de discussion, de querelles d'experts, entre guillemets, les pros, les contre, les médias qui s'en mêlent, etc. Et voilà, et on vient de remettre, si je puis dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le couvert, il y a quelques semaines, avec cette couverture assez provocante du Nouvel Observateur. Et finalement, comment avancer? Comment dépasser un petit peu ce type de débat dont on peut considérer qu'il est quand même stérile, dans une certaine mesure, et comment essayer d'aller un petit peu plus loin et de dépasser encore une fois tout cela. Eh bien, c'est justement le rôle et la mission que s'est fixé l'Institut Confiance, donc qui est un think tank, laboratoire d'idées pour ceux qui n'aiment pas le mot think tank, qui a été créé il y a maintenant un peu moins d'un an. En fait, il a été initié en septembre dernier, mais véritablement lancé en janvier. Nous avons organisé un colloque en février au Sénat intitulé les premiers entretiens sur la confiance, qui ont lancé nos débats et qui ont permis d'initier 7 groupes thématiques qui ont vocation à creuser les mécanismes de confiance, de méfiance et de défiance sur un certain nombre de sujets pour essayer d'identifier des pistes de progrès. Alors, j'ai oublié de dire que l'enjeu global, l'enjeu général de l'Institut Confiance, c'est quoi? Eh bien, c'est de contribuer collectivement à restaurer la confiance entre politique, administration, acteurs économiques et financiers, experts et scientifiques, syndicats, médias et citoyens. Alors, vaste programme, me direz-vous. Il est effectivement ambitieux et complexe, éminemment complexe, et sur le long terme, mais nous nous sommes dit qu'effectivement, si nous ne nous attelions pas à cette tâche, qui consiste donc à essayer de travailler sur cet enjeu majeur sociétal qu'est la confiance, eh bien, il ne se passerait rien. Et donc, effectivement, depuis le mois de février, ces 7 groupes de travail ont commencé à travailler, chacun à leur rythme. Je vous les cite pour mémoire. Confiance et gouvernants politiques, médias, citoyens. Confiance en la science, confiance en l'avenir, qui est lui-même divisé en 2 groupes. Un groupe Confiance et sciences du développement, énergie, eau, alimentation, et un autre qui s'appelle Confiance et médecine, santé, société. Ces groupes et cette dimension confiance dans la science, confiance à l'avenir est co-animée, co-organisée, co-pilotée avec l'Académie de l'éthique, qui est un think tank qui s'est créé très peu de temps avant le nôtre, hein, finalement, et qui est donc un partenaire, un think tank partenaire, et dont Hervé Lenné, qui est ici présent et que vous allez écouter tout de suite à la tribune, dont il est l'initiateur et le président. Nous avons donc un autre groupe qui s'appelle Confiance et Management, Évaluation, Dialogue Social, un autre Confiance et Politique de Sécurité et de Justice, un autre Confiance, Culture et Éducation, et je ne pense peut-être pas en oublier. Voilà, j'ai peut-être fait le tour. Alors pour le coup, qu'est-ce qui nous amène ici? C'est que, eh bien, avec le groupe Confiance et Sciences du Développement, Énergie ou Alimentation, nous avons décidé de travailler sur ce que nous appelons les cas de confiance. Hein, c'est ce qu'on essaie de faire dans chaque groupe, d'identifier des études de cas problématiques au niveau sociétal, ou plus micro, si je puis dire, dans certains cas, qui posent un vrai problème en matière de confiance, et on essaye donc de décrypter, de décortiquer les mécanismes de confiance, méfiance, défiance, pour essayer de voir quelles pistes de progrès nous pourrions identifier et qui aller voir, sur qui essayer de faire un peu, de créer des prises de conscience justement qu'on peut faire peut-être différemment. Et le heureux hasard veut que en mai ou juin dernier, eh bien, nous décidions dans ce groupe
avec Hervé et l'ensemble du groupe, de prendre pour thématique, qui nous semblait complexe et très importante, sociétalement parlant, cette fameuse question des OGM. Nous avons commencé à travailler donc juste avant l'été. Notre amie Dorothée Brevez, que vous allez voir tout de suite à la tribune, et qui est la déléguée générale de l'association Vivagora, d'ailleurs a joué un rôle et joue un rôle important dans cette réflexion, avec un regard que vous allez le voir qui est différent de celui de nos autres intervenants. Et donc nous avons démarré ces travaux, et le hasard a voulu que la veille de la sortie de cet article choc, si je puis dire, de Nouvel Obs, la veille au soir, nous avions notre réunion de groupe de travail, et nous avons justement travaillé sur la question quelles sont finalement les croyances, les représentations, les peurs qui, je dirais, transcendent, enfin que l'on trouve finalement dans les esprits des uns et des autres dans notre société française, chez les experts, chez les citoyens, chez les politiques, chez l'ensemble des acteurs, chez les médias, etc., et qui sont source de défiance et finalement de peur, de tout poil, de toute nature, et source d'incompréhension et de conflits, on peut même dire, autour de cette question des OGM. Nous avons fait ce travail la veille au soir du jour où est sorti cet article, ce qui nous a incité dès le lendemain à dire on ne peut pas laisser passer ça sans essayer de créer un débat public pour essayer de faire partager un peu ces réflexions et justement essayer de dépasser cela, de monter d'un cran le débat et de finalement, et c'est d'où ce qui nous a amené à cette scénette que vous avez pu voir, on s'est dit on va lancer le débat à partir des croyances, des peurs et des représentations que nous avons tenté d'identifier. Alors les a-t-on toutes identifiées? Sans doute pas, mais enfin on a probablement montré là tout à l'heure un nombre non négligeable. L'idée c'était de démarrer un petit peu avec ça. Je pense que vous avez pu, j'imagine, vous retrouver pas mal dans tel ou tel de ces propos. Et l'idée c'est que justement maintenant la suite du débat avec nos intervenants, nos experts et participants qui vont tout de suite me rejoindre, eh bien l'idée c'est justement de ne pas rester à ce niveau de discussion, mais plutôt de monter d'un cran le débat et de comprendre dans un premier temps finalement pourquoi en est-on arrivé là, pourquoi ces croyances, ces peurs, ces incompréhensions de tout poil, pourquoi en est-on arrivé là finalement. C'est ce qui va occuper une première moitié de débat, et ensuite dans un deuxième temps, et dans la mesure du possible, si on est en mesure, mais pas uniquement les personnes à la tribune bien sûr, en échange et en interaction avec vous dans la salle, enfin très rapidement d'ailleurs dans le débat, eh bien, s'il devait y avoir des pistes, sinon de solutions, mais en tous les cas des pistes de progrès qui permettraient un petit peu de dépasser tout cela, eh bien, quelles pourraient être ces pistes? Est-ce que vous avez des idées, des propositions, des suggestions à nous faire? Alors, je vais donc proposer maintenant à nos amis de me rejoindre à la tribune, enfin la tribune qui sera donc ces sièges qu'on va mettre un petit peu les uns à côté des autres. Là, donc, alors, Michel Blais. Michel est historien et philosophe des sciences, président du comité pour l'histoire du CNRS, et il œuvre dans la sympathique École normale supérieure ou d'Ulm, où il officie régulièrement. Dorothée Benoît Brevez, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc journaliste et auteur, délégué général de Vivagora, maître en culture, l'innovation, tout un programme. Et donc Dorothée connaît très bien cette problématique des OGM et de longue date. Sylvain Courage, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui est journaliste au Nouvel Obs, pour le coup, mais il n'est pas l'auteur du fameux article. Il n'a rien à voir avec cet article, si je puis dire, un petit peu quand même, et il est en tous les cas le président de la Société des rédacteurs du Nouvel Observateur. Donc on lui demandera d'ailleurs tout à l'heure un petit peu ce que c'est que ces sociétés de rédacteurs, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant, ne sait pas exactement, et vous nous donnerez votre sentiment bien sûr sur ce débat, cette polémique, cette histoire qui a été mise en exergue depuis quelques semaines maintenant. Sylvestre Huet, qui est lui journaliste scientifique à Libération, et qui a également écrit d'ailleurs il y a quelques jours un ou plusieurs papiers, en tous les cas très intéressants, qui ont aussi fait parler pas mal sur cette question-là. Nous avons donc Louis-Marie Audebine, professeur Audebine, qui est directeur de recherche honoraire à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et qui est le président de l'Association française pour l'information scientifique. Bienvenue, monsieur Audebine. Et last but not least, comme on dit, notre ami Hervé Lenné, donc président de l'Académie de l'éthique. Parce que tu fais preuve d'une telle énergie que... Et donc Hervé est donc ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,
Il travaille au ministère du Développement durable, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il est là aujourd'hui. C'est au titre plutôt de président de l'Académie de l'éthique, dont je vous disais quelques mots tout à l'heure. Voilà, et nous aurons donc, tout à l'heure, nous rejoindrons également Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, et qui est membre du comité scientifique du CRIGEN, qui est le groupe d'études et de recherche qui a contribué avec le professeur Seralini à cette fameuse étude qui fait tant de débats. Donc il nous rejoindra, là il terminait un cours, et il nous rejoint, donc, je pense, vers midi, à peu près midi et quart. Et en principe, Patrice Lepage, qui est délégué général de Terre Éthique et collaborateur du président du conseil de la FAO, devrait en principe également nous rejoindre, mais il a été convoqué, si je puis dire, par le ministre, M. Le Foll, ministre de l'Agriculture, à 11h30, donc s'il peut, il nous rejoindra ensuite. Alors, je vous propose donc peut-être de lancer un petit peu la discussion. Alors, que vous inspire finalement ces expressions, ces discussions, cette scénette que l'on a jouée là un petit peu? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, je serais peut-être tenté de... Est-ce que Dorothée, tu veux prendre la parole? Ou non, Michel, tiens, vas-y, Michel. Toi, bah oui, c'est toujours... Ouais, c'est ça d'être historien et philosophe. Oui. Alors, bon, effectivement, Attends, je vais vous le crayon petit. Voilà. Oui, alors, le débat, moi j'ai trouvé cette scénette, qui est en fait contre un débat fort intéressante, et j'ai trouvé les acteurs de grande qualité. Ça, c'était une chose déjà qu'il fallait souligner. D'un autre côté, il y avait quand même une spontanéité chez chacun, qui faisait qu'un certain nombre de termes apparaissaient et qui mériteraient peut-être un peu de réflexion. C'est-à-dire que on ne va pas tous, disons, se battre une fois de plus autour des OGM, mais je voudrais qu'on essaye de voir un petit peu... Il y a d'autres enjeux. Les OGM, c'est aussi un symptôme que simplement se battre sur les... Alors, d'une part, il a été dit, soyons scientifiques. Ah, ben voilà une belle... Vous avez dit, soyons scientifiques. En fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement, soyons scientifiques? Pour moi, ce n'est pas une chose extrêmement claire. Peut-être ça l'est pour beaucoup ici. Je ne trouve pas ça d'une évidence extrême. Parce que, par exemple, à quel moment un scientifique, s'il est scientifique, peut-il intervenir réellement dans le débat social? C'est-à-dire, à quel moment peut-il parler ce que fait le professeur Seralini, à quel moment peut-il parler effectivement en scientifique, c'est-à-dire en disant à quel niveau de vérité, de certitude se place son discours. Parce que la science n'a pas toujours, et ça il faut quand même avoir un peu ça en tête, il y a différentes manières de fonctionnement de la science. Elle peut être soit totalement théorique, et on obtient un discours parfaitement construit, on connaît tous les concepts, on connaît tous les principes, on connaît tout, on est dans l'ordre de la physique théorique ou des mathématiques à peu près. Et puis il y a d'autres modes de fonctionnement qui sont soit la modélisation, soit la simulation. En biologie, là, ce qui est le cas, on est plutôt en général, soit en modélisation, soit en simulation. Le degré de certitude n'est pas du tout le même. Et ça, il faudrait garder cela en tête. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'un scientifique dit « j'ai fait ça », que ce « j'ai fait ça » est une vérité. Il faut savoir à quel niveau de certitude, du point de vue du contexte du savoir, cela se situe. Il faut le dire. Il faut dire bon, j'ai fait un certain nombre d'expériences, bon, voilà les procédures que j'ai utilisées, voilà quel est le modèle que j'ai employé, quelles sont les limites de ce modèle, et qu'est-ce que je fais effectivement. Sinon, on dit n'importe quoi et on fait croire des choses aux gens. Et on fait croire des choses aux gens et on fait perdre toute confiance dans ce qui est dit effectivement. Alors, je voudrais voir un deuxième truc. Je prends quelques minutes, après je me tais. Et je voudrais savoir, il y a aussi la question pourquoi les OGM? Alors en général, l'argument, c'est d'abord ça amène le progrès scientifique. On l'a entendu tout à l'heure aussi. Bon, peut-être. Il faudra encore savoir si le progrès scientifique, il est bon en soi ou s'il permet de mieux vivre ou de mal vivre. Ça, on pourra en discuter parce qu'il y a le progrès des connaissances, il y a le progrès scientifique, on confond en général les deux. Le progrès de connaissances, c'est une chose, le progrès technologique, on peut parfois en discuter. Bon. Et puis, d'un autre côté, on rapporte ça à la nourriture de l'humanité. S'il y a nourriture de l'humanité, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a donc une crise alimentaire derrière. Alors on peut s'inquiéter aussi de savoir ce qu'est cette crise alimentaire et si elle ne résulte pas de politiques productivistes un peu délirantes qu'on a appliquées dans certains pays du monde. Donc il faudrait sortir les OGM
du débat strict OGM, s'interroger sur qu'est-ce qu'une connaissance scientifique, et s'interroger sur qu'est-ce qu'un progrès scientifique, et qu'est-ce que le sens même d'une crise alimentaire. À partir de ce moment-là, on saura à peu près où on en est quand on débattra sur les OGM. On ne sera pas en train de se dire c'est bien, c'est mal, c'est bon pour l'humanité. Non mais ça, tout ça, c'est complètement débile. Sur ce dernier mot fort, Monsieur Oudebine, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est débile ou pas? Non, je me reconnais assez bien dans ce que vous avez dit sur la science et les incertitudes de l'expérimentation, et particulièrement en biologie. Parce que les êtres vivants sont peut-être ce qu'il y a de plus complexe dans l'univers, en tout cas sur la Terre c'est probablement le cas. Donc, avant de conclure, quand j'étais pendant 10 ans dans la commission de l'AFSA pour la biosécurité des OGM, on ne termine jamais un dossier en disant il n'y a pas de risque avec cet OGM. Parce qu'on a procédé comme par comparaison avec la plante de référence. Donc, on dit cette OGM avec tout ce qu'on a fait avec ces tests, sont du même niveau de risque que la référence qu'on consomme depuis pas mal d'années. Donc c'est la première chose que je voulais dire. Alors moi, ce qui me frappe, c'est d'abord qu'on a l'habitude de diviser ce qui est pro, ce qui est anti, etc. Dans lequel là, je ne me reconnais pas du tout. Est-ce qu'on me qualifie de pro-OGM? Je n'ai jamais rien compris. Est-ce que ça pouvait dire? Est-ce que ça pouvait être? Je ne vois pas pourquoi on devrait être pro-OGM quand on voit le succès spontané qui remporte. Il n'y a pas besoin de faire de la publicité. Puis de toute façon, un chercheur n'est absolument pas habilité à faire ce genre de choses. Par contre, pourquoi je suis pro, c'est bonne information scientifique, parce qu'il n'y a rien de plus mauvais que de donner à l'opinion publique une mauvaise information. Alors, à l'heure actuelle, quand on voit ce que savent les gens sur les OGM, c'est calamiteux. Enfin, j'en ai là une page, je vais vous lire quelques titres. Les gens pensent que les OGM sont stériles, qu'il faut racheter les semences à chaque fois, qu'on a breveté le vivant et qu'on a donc confisqué des variétés préexistantes, qu'il y a des suicides d'agriculteurs en Inde, que les OGM c'est l'exploitation des pauvres, que les OGM c'est des éponges à pesticides, que les conflits d'intérêts sont insupportables, chez les experts, qu'on va transférer des gènes de résistance à des antibiotiques un peu partout, que les rapports des experts sont secrets, etc. Bon, je peux continuer encore, le monopole du Roundup, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce que fait quelqu'un comme moi? J'ai souci de la rigueur et de la qualité de l'information, et j'essaie de contribuer, en particulier par l'association dont je fais partie, mais sachant pertinemment que c'est extrêmement difficile. Si vous saviez quelles précautions on prend dans cette association pour l'information scientifique avant de diffuser une information, parce que c'est pas facile d'avoir l'information vraie, l'information juste. Donc nous prenons des grandes précautions avant d'affirmer quelque chose, sachant pertinemment qu'on peut s'être trompé. Bon, on va rester là pour commencer. Merci professeur Oudebine. Alors, ma chère Dorothée, qu'est-ce que t'inspire ce que dit monsieur Oudebine? Moi j'apprécie beaucoup que Michel ait commencé sur un peu ce décodage qui est l'ambition de cette séance, parce que aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de sortir de cette polarisation qui est le propre même de toute crispation sur des intérêts énormes. Voilà. Intérêts énormes qui sont tels que, de toute façon, il y a 10 multinationales qui aujourd'hui possèdent 70% des semences. Bon, bah oui, c'est un intérêt énorme. Donc évidemment, il faut qu'on arrive ensemble à expliciter d'où vient cette crispation qui est liée à la crispation des enjeux, et décoder ce qui est de l'ordre de l'évaluation scientifique, je dirais même libérer les scientifiques de l'expertise pour réhabiliter effectivement des connaissances bien précises, les libérer parce que ne pas les instrumentaliser dans le jeu politique. C'est là qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut aussi expliciter. Quand j'entends Henri tout à l'heure dire « la science est neutre », la science est mue par une politique scientifique qui mobilise des valeurs. Et aujourd'hui, les projets comme celui notamment des nanotechnologies, on pourrait parler aussi du génome humain avec Reagan, mais enfin le plus récent, ou même celui de la biologie de synthèse, sont des projets qui sont des projets liés à des valeurs au niveau américain. Le projet nano-américain
a comme horizon l'amélioration des performances humaines. C'est typiquement des valeurs d'individualisme et de performance. Alors, la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire, ne serait-il pas temps de passer de pôles de compétitivité à des pôles de responsabilité? Responsabilité, ça veut dire répondre de nos choix communs, puisque les choix politiques sont a priori portés par des sociétés, j'ose espérer. Alors, aujourd'hui, répondre d'eux. Nous avons, depuis 50 ans, et c'est intéressant d'être en 2012, il y a juste 50 ans, paraissait Printemps silencieux, Rachel Carlson, qui donnait l'alerte sur la fragilisation des œufs par des pesticides. La même année est sorti le livre de Bookchin, Murray Bookchin, sur l'environnement synthétique. La question, 50 ans après, avec notre parcours, qui est quand même impressionnant du point de vue des lanceurs d'alerte et des désastres, de certains désastres que nous ne pouvons pas ne pas considérer, les espèces qui disparaissent, l'épuisement des ressources, la guerre organisée qui va se faire du point de vue de la géopolitique autour des ressources qui vont rester pour l'énergie. Eh bien, par rapport à cela, l'usage du vivant doit être posé de manière drastique, extrêmement sérieuse, par un office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques avec la société civile, et pas seulement avec une technocratie qui a certains mobiles tout à fait normaux, moi je dirais chacun a ses intérêts, mais encore faut-il que tous les intérêts soient représentés dans notre société, les intérêts sanitaires, les intérêts environnementaux, les enjeux éthiques, et quand nous constatons que du point de vue des brevets, les entreprises en sont à demander le brevetage de variétés avec des modifications génétiques, eh bien, au-delà de la directive 98, qui a déjà été une intrusion énorme sur le vivant pour son accaparement, et non plus laisser le vivant comme bien commun, eh bien, on a une fuite en avant vers l'accaparement. Et ça, forcément que la société a très peur. Merci Dorothée. Alors, tu as évoqué la question de la responsabilité comme étant un enjeu central de notre société, d'une manière générale. Alors, pour le coup, si je peux me permettre de passer la parole à Sylvain Courage, comment voyez-vous la responsabilité, où se situe la responsabilité des médias dans une telle polémique, je dirais, dans ce type de polémique, dans ce type de situation? Le débat existe et les médias s'en mêlent. C'est le schéma traditionnel. Les médias s'en mêlent toujours dans le débat. Alors, le problème, c'est de savoir s'ils le font à bon ou à mauvais escient. Et je peux vous raconter un peu comment le Nouvel Observateur en est venu à consacrer sa couverture donc, à l'étude du professeur Serralini. Ça vous montrera comment procède la presse, avec la grandeur de l'exercice et peut-être aussi ses limites. Donc, nous avons un journaliste qui suit les questions environnementales, qui est M. Mallory, qui a signé l'enquête. Lui, il a des contacts dans le milieu associatif, dans les milieux scientifiques, et il apprend qu'une étude pionnière, différente de celles qui ont été conduites jusqu'à présent sur l'alimentation d'une cohorte de rats par des produits génétiquement modifiés, va être conduite, qu'elle va donner lieu à une communication qui est d'emblée envisagée comme une communication assez spectaculaire, puisque quand même le professeur Serralini prépare un livre, il va faire la révélation mondiale des résultats de son enquête, donc le journaliste il fait son boulot, il essaie de déterminer le moment idéal pour capter l'information et la donner en exclusivité au lecteur du Nouvel Observateur. Donc sur ce processus-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il se met d'accord avec l'équipe qui conduit l'enquête pour avoir l'exclusivité mondiale de la sortie de cette étude. Il rapporte le fruit de son travail à la direction de la rédaction qui dit « Voilà un débat qui est un vrai débat, les OGM, ça vaut la une, ça vaut la couverture du Nouvel Observateur. » Et donc on en arrive à cet intitulé qui est le résumé le plus synthétique et le plus frappant
des résultats de l'enquête du professeur Serralini, oui, les OGM sont dangereux. Alors, évidemment, Ce sont même des poisons. Sont des poisons, oui. Sont des poisons. Alors là, quand on voit l'état des rats, on peut le penser au départ. Donc à ce stade, finalement, on s'aperçoit que là, le nouvel observateur s'est mêlé du débat et avec une grande intrépidité a conclu que voilà, les OGM étaient des poisons. On conçoit bien que cette nouvelle va avoir un impact fort sur l'opinion. Donc le journal est mis en vente et tout de suite le débat rebondit. Donc on peut considérer à ce stade que l'Obs a fait son métier de rendre public des informations nouvelles qui sont de nature à alimenter le débat sur l'introduction des OGM dans l'alimentation des animaux et des humains. Maintenant, il y a tout de suite une série de problèmes qui se manifestent dès la parution de l'enquête. Nous avons eu des débats, nous, à l'intérieur de la rédaction, parce que, évidemment, une enquête scientifique, c'est toujours compliqué, c'est soumis à une évaluation, c'est soumis à... Il faut examiner à la fois le protocole, les résultats, bref, c'est une procédure infinie de vérification, de mise en cause, d'échange dans la communauté scientifique. Et quand un journal pareil dit « oui, ça y est, on a la réponse, les OGM sont des poisons », on peut estimer qu'il y a une forme de caricature du débat scientifique. Alors, ça, c'est un débat que nous avons eu en interne. Est-ce qu'il fallait, à ce point, simplifier le message? Ah, pardon, excusez-moi de vous interrompre. À quel moment avez-vous commencé à avoir ce débat? Une fois le journal paru ou avant? Alors, le problème, c'est que l'étude était entourée d'un tel secret que les rédacteurs de l'Obs, qui sont assez nombreux, hein, c'est une rédaction où il y a plus de 100 journalistes, n'étaient pas au courant que le journal allait consacrer sa une à ce dossier. Qui était au courant? La direction et le journaliste qui a apporté l'info, parce que on craignait des fuites. Et ça depuis quand, vous dites? Vous avez dit c'était depuis... Je crois que ils ont discuté pendant une quinzaine de jours avant, dans le secret, et puis ils ont décidé de consacrer la une. Moi, je ne l'ai su que quelques jours avant la parution, parce que je me suis renseigné. Et donc on m'a dit oui, on fait quelque chose de très spécial, on a une information scientifique nouvelle et on ne peut pas la diffuser parce que c'était une première mondiale et qu'il y avait un accord avec l'équipe scientifique. Parce que je vous raconte le processus, ça vous montre aussi que les scientifiques ont une stratégie de communication en l'occurrence. Puisqu'ils veulent réserver une exclusivité. Et ça, le premier contact entre les scientifiques et le Nouvel Obs, c'était quand exactement? Ah, je ne peux pas vous dire exactement à quel moment, mais bien en amont pour arriver à avoir l'information exclusive. Mais c'est le travail d'un journaliste que d'essayer d'avoir l'information exclusive, encore une fois. Voilà. Donc, au moment où la couverture est vraiment... où le journal est publié, à ce moment-là, il y a un débat dans la rédaction, parce que tout le monde a un avis, vous avez reproduit ces avis dans la fenêtre, on a le Café du Commerce aussi chez nous. Et donc tout le monde discute, et pourquoi on l'a dit comme ça? Alors ceux qui sont plutôt hostiles aux OGM par conviction ou par connaissance s'expriment, ceux qui au contraire pensent qu'il faut les expérimenter, parce que voilà, ça représente un progrès, s'expriment aussi. Bref, chez nous, on n'a pas une seule opinion sur la question. Hein. Donc déjà, il y a un débat. Ensuite, immédiatement, il y a aussi une discussion sur le fait qu'on a présenté le point de vue du professeur Serralini, des extraits de son livre, également le livre de Corinne Lepage. Donc finalement, des gens qui ont des opinions ou qui expriment un point de vue assez proche, qui convergent contre l'utilisation des OGM. Et donc la question a été posée, pourquoi n'avons-nous pas présenté le point de vue des scientifiques qui, pour l'instant, ont pu conclure que l'expérience des OGM valait d'être poursuivie et que certaines semences pouvaient être utilisées, puisqu'il y a quand même des semences qui sont utilisées. Alors à cette question-là qui a été soulevée, la direction a répondu que on ne pouvait pas les saisir de la question puisque l'enquête était sous embargo, donc qu'on devait préserver le secret des résultats jusqu'à sa publication, mais que le Nouvel Observateur accorderait
on va entendre Sylvestre Huet, j'imagine après, que le Nouvel Observateur accorderait évidemment la parole à tous les scientifiques et à tous les experts qui voudraient s'exprimer sur le sujet par la suite. Voilà. Donc voilà comment on en est arrivé là. Moi, pour conclure, je vous ai dit quel est l'intérêt finalement, est-ce que c'était fondé ou pas de faire cette couverture. Du point de vue de la légitimité du débat, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir. C'était utile qu'un journal comme le nôtre s'empare de ce sujet et porte la contradiction par la diffusion large des résultats de l'enquête, enfin de l'étude du professeur Serralini. Mais je pense qu'effectivement, la réserve que je mettrais, c'est qu'une fois qu'on a fait ce geste-là, notre responsabilité, c'est de poursuivre, c'est de droit de suite, c'est tout. C'est le problème un peu en général des journalistes, parce que ils peuvent faire un coup spectaculaire, et puis en général, ils passent au coup spectaculaire suivant. Donc la difficulté pour nous maintenant, ça va être de faire vivre ce débat, de l'accepter, et puis de le faire durer dans le temps. Et donc de faire progresser. Et là, je veux dire que Guillaume Mallory, mon collègue, s'y emploie, puisqu'il a ouvert un blog quasiment spécialisé où il reprend les différentes informations, et il y aura dans le Nouvel Observateur des publications sur le sujet. Voilà. Merci Monsieur Courage. Il en faut justement, c'est le cas de dire, pour évoquer, si je peux me permettre ce très mauvais jeu de mots, désolé, mais c'est bien de votre part de porter un petit peu cette discussion. Alors effectivement, vous avez évoqué le terme contradiction, porter la contradiction. La contradiction a-t-elle été portée par le Nouvel Obs? Qu'en pensez-vous c'est même pas le problème. Le problème, c'est que ce que mon collègue Sylvain Courage vous a dit sur l'embargo est faux. Il a confondu, et c'est pas le seul dans cette affaire, l'ancienne ministre Corinne Lepage l'a fait également. L'embargo et la confidentialité sont deux choses complètement différentes, notamment en matière d'information scientifique. Et ce qui a été fait par le Nouvel Observateur est contraire aux bonnes pratiques de l'information scientifique. Et c'est pas un hasard si ça a été condamné par l'Union européenne des associations de journalistes scientifiques. L'Association des journalistes scientifiques françaises que je préside va publier un texte sur cette question. Et de nombreux scientifiques ont refusé le deal que l'équipe de Serralini a proposé au Nouvel Observateur, notamment nos collègues de la BBC, et ça a été dénoncé après publication par de nombreux journalistes scientifiques en Europe et dans le monde. C'est quoi un embargo? En matière d'information relative à des publications scientifiques, ça n'est absolument pas la confidentialité. Un embargo, c'est les revues scientifiques vont publier, une revue scientifique va publier un article, résultats de recherche, etc. Cet article est confié sous embargo aux journalistes accrédités, en général spécialisés en sciences, qui ont pris l'engagement de ne pas briser cet embargo, c'est-à-dire de ne pas écrire d'article avant la sortie de cet article dans la revue scientifique qui le publie. Pourquoi est-ce qu'ils ont l'article en avance? Pour favoriser un travail le meilleur possible. C'est-à-dire leur permettre de soumettre, de montrer cet article scientifique à d'autres scientifiques pour recueillir leurs avis, de manière à publier dès le premier article quelque chose qui soit informé autrement que par la seule lecture de l'article ou par le seul commentaire pro-domo de l'auteur ou des auteurs de l'article. Cette bonne pratique est absolument stricte. Les journalistes scientifiques la respectent avec vigueur. J'ai dû plusieurs fois refuser à Laurent Geoffrin, à l'époque où il était directeur de la rédaction en Libération, sa demande de rompre un embargo quand je lui disais « Ah tiens, dans Science, dans Nature, la semaine prochaine, il y a tel et tel papier super important, je veux une page science pour en parler. » Il me disait « Pourquoi t'en parles pas dès demain matin ?» Je lui disais « Non, moi je respecte l'embargo. » Pourquoi? Parce que l'objectif de l'embargo est le contraire de la confidentialité. Il faut pouvoir montrer cet article à d'autres scientifiques pour pouvoir faire de meilleurs articles. Pourquoi? Et pourquoi c'est si important que cela? Parce que la science a besoin de la mauvaise science pour exister et pour être bonne. Si vous n'avez pas la liberté académique de publier des mises en cause de théories ou de résultats existants, comment voulez-vous avoir un progrès des connaissances?
Mais la conséquence de ça, c'est que tout ce qui est publié n'est pas nécessairement confirmé par la suite. Et donc, au moment de la publication d'un papier, il faut, en fonction de cela, que le journaliste scientifique puisse travailler. En fonction du fait que ce qui est publié peut être faux ou peut être de la mauvaise science. Et qu'est-ce que prouve l'expérience ? C'est que moi, j'ai 25 ans d'expérience dans le journalisme scientifique, j'ai publié plus de 2500 papiers dans ce domaine. Sur ces 25 ans, ça n'a pas loupé une seule fois. À chaque fois qu'il y a eu ce genre de deal, c'est-à-dire une fausse exclusivité, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité en France, en sciences. Il n'y a pas de scoop en sciences. Quand un article est publié, il est publié à la disposition de tout le monde. Quand il est distribué sous embargo, il est distribué à tous les journalistes accrédités, sans exception. On ne choisit pas tel ou tel journaliste. On le donne à tous les journalistes qui sont compétents sur le sujet et qui ont à l'avance exprimé leur intention de lire les textes sous embargo. Ce traitement équitable marche sans problème avec la science normale et souvent avec la bonne. Ce n'est pas un hasard si chaque fois que des scientifiques ont cherché à contourner ce système, ont cherché à faire un deal avec un journal en particulier, pour obtenir, bien évidemment, en échange de ce faux scoop, un traitement favorable et uniquement favorable à leur thèse, la plupart du temps, ça a été par la suite infirmé. C'est-à-dire que ce n'était pas de la science de bonne qualité. Ça, c'est l'expérience qui le dit. C'est pas une théorie. Hein. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des académiciens français qui ont des sciences, qui ont plongé là-dedans aussi. Et des journaux français qui n'étaient pas de Nouvel Obs, qui ont plongé là-dedans aussi. Bien évidemment, cette science qui se révèle par la suite médiocre ou fausse, elle est, et c'est ça qui justifie le deal avec les journaux, en général liée à des enjeux de société. Parce qu'il y a des décisions à prendre devant des risques, etc. etc. Autrement dit, c'est rarement avec de la science gentillette, avec de la science sans enjeux sociaux, que ce genre de deal contraire aux bonnes pratiques du journalisme survient. Et c'est d'autant plus regrettable d'avoir des journaux, des journalistes qui cèdent à effectivement l'occasion de faire une bonne vente pour en échange malheureusement le faire avec un niveau d'information inférieur à la qualité qu'on peut attendre des bonnes pratiques dont j'ai parlé. Et tout ceci est complètement indépendant du sujet lui-même. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va m'accuser de parler trop longtemps, avec juste une remarque. C'est sur le propos du ministre, M. Le Foll, le ministre de l'Agriculture, dans le truc des archives TV qu'on a vu au début. Au moment où il parle, la seule chose qu'il a à sa disposition, c'est la publication scientifique qui vient tout juste sortir et sa publicité dans le Nouvel Observateur. Le ministre en tire une conclusion directe. Et pas une conclusion générale. Il dit il va falloir que l'agence européenne revoie ses procédures, les guides, comme on dit, sur comment on évalue les risques sanitaires des produits transgéniques. Peut-être que c'est vrai, hein, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au moment où le ministre en parle, il n'en sait rien, lui non plus. Il fait partie des responsables politiques qui, par la loi, ont confié le soin d'éclairer le gouvernement sur ce genre de sujet à des agences sanitaires. Il y a l'ANSES, il y a le Haut Conseil des biotechnologies. Et donc, une fois qu'on a fait ça comme décision structurelle, eh bien, on a une obligation. C'est de dire au public, quand il y a quelque chose qui sort comme ça, de dire au public, eh ben, je vais attendre leur avis et puis j'en tirerai les conclusions. Et sinon, là, on est dans la situation où la décision politique précède le travail d'expertise et sa publication et sa soumission au gouvernement. C'est le monde à l'envers. Et on voit bien pourquoi. Derrière, il y avait un enjeu de positionnement politique par rapport aux citoyens, par rapport aux électeurs, et c'est ce qui a guidé le propos de Le Foll, et pas l'explication qu'il aurait dû donner à ce moment-là, simplement, bah oui, il y a une nouvelle publication scientifique, la loi et moi, gouvernement, j'ai confié à des structures collectives
dont j'espère qu'elle fonctionne bien, et en tout cas j'en ai une responsabilité dans ce fonctionnement, d'éclairer le gouvernement sur les conséquences qu'il faut en tirer en termes de gestion des risques. J'attends que ces structures d'expertise se soient exprimées. Merci Monsieur Huette. Alors, bienvenue à Pierre-Henri Gouillon, professeur au Musée national d'histoire naturelle, alors qui est membre, donc, président du comité scientifique, je crois, du CRIGEN, membre du comité scientifique. C'est Serralini, le président. Voilà, vous êtes membre du CRIGEN, enfin, en tout cas, vous y êtes rattaché. Voilà, vous êtes dans le conseil scientifique du CRIGEN. Alors, pour le coup, là, vous venez juste d'arriver, donc vous n'avez peut-être pas entendu l'intégralité de l'intervention de Sylvestre Huette. Non, mais j'ai lu son blog et voilà. On a commencé à discuter, mais j'ai malheureusement pas eu le temps de lui répondre. Voilà. Bon. Donc bah, ça c'est l'occasion. C'est l'occasion justement parce que Monsieur Huette, notamment, critiquait évidemment la façon dont s'étaient fait les choses et disait qu'il a même été un peu provocant, si je puis dire, en disant que c'est souvent lorsqu'il y a de la mauvaise science qu'effectivement, eh bien, les dits scientifiques ont tendance à vouloir garder les choses secrètes jusqu'au éviter effectivement la confrontation, la contradiction avec d'autres laboratoires, d'autres scientifiques. Est-ce le cas? Est-ce que c'est de la mauvaise science qui a été engagée par M. Serralini? Écoutez, je ne trancherai pas sur cette question, mais pour une fois, je trouve que Sylvestre Huette, qui ne nous habitue pas à ça, a l'air de vivre dans un monde de bisounours. Et je reprends ses propres mots, je sais qu'il n'aime pas les bisounours. Mais quand il nous dit que le gouvernement devrait dire « j'ai des instances faites pour ça et donc je vais leur confier le soin, etc. » Le gouvernement sait parfaitement bien que les instances en question sont totalement minées par des gens qui ont des conflits d'intérêts dans cette affaire. Le Haut Conseil des biotechnologies, par exemple, c'est très intéressant. J'ai posé ma candidature. Et on m'a dit, comme vous êtes membre du conseil scientifique du CRIGEN, vous n'êtes pas indépendant. Très bien. Alors après, j'ai pris la liste des membres du Haut Conseil, des membres scientifiques du Haut Conseil. J'ai été regarder dans le site de l'Office américain des brevets. C'est un site génial. Ça marche très très bien. Vous tapez un nom comme Woodbine et bam, vous trouvez les brevets que Woodbine a passés. Et donc à ce moment-là, vous savez, c'est un petit ça. Vous savez. Ah, c'est pas une tare, mais c'est un certain manque d'indépendance, surtout si le brevet est déposé avec une entreprise privée. Rien à voir avec... Pas rien à voir. Parce que donc le gouvernement sait très bien que les instances d'évaluation sont extrêmement biaisées de ce point de vue-là. Premièrement. Deuxièmement, quelques jours, peut-être 3 jours avant la publication de Serralini, le Premier ministre, en conclusion de la conférence environnementale, avait dit qu'il allait maintenir le moratoire sur les OGM. Donc ça, c'est pas un truc qu'ils ont décidé juste après la publication de Serralini. Ils avaient réfléchi avant, discuté avant, avec un certain nombre d'experts. Et il se trouve que maintenant, on sait très bien que, selon les experts qu'on choisit, on va tomber sur des autorisations systématiques ou des rejets systématiques des OGM, tellement la situation est bloquée. Donc le résultat, c'est que moi, je fabrique le groupe d'experts que vous voulez pour avoir le résultat que vous voulez. Ce qui s'est passé à la suite du Grenelle a d'ailleurs été très du Grenelle, donc il y a 5 ans, a été très intéressant, puisqu'un comité qui était relativement peu orienté a quand même conclu qu'il y avait des incertitudes sur ces OGM, et ce qui a abouti à ce que la clause de sauvegarde soit envoyée par la France auprès de l'Europe et à ce que les maïs transgéniques soient interdits. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, premièrement, donc, on sait très bien que les instances d'évaluation actuellement sont extrêmement biaisées en faveur des OGM. On sait très bien qu'au niveau européen, c'est pire. Parce qu'en France, il y a encore un relatif équilibre. Mais alors, au niveau européen, l'EFSA, c'est vraiment des gens qui sont quasiment tous en cheville avec des boîtes de production d'OGM. Sans parler du président de l'EFSA, la présidente. Ensuite, donc, on sait très bien que l'EFSA refuse de s'occuper de certains problèmes. Par exemple, la contamination des champs voisins par un champ d'OGM. L'EFSA refuse de prendre ça en compte dans ses évaluations. Ce qui veut dire que tout le fait que les semences paysannes, ça sera foutu, le bio, etc., ils s'en foutent. Qui disent qu'ils s'en foutent, moi ça ne me dérangerait pas, à condition que du coup on dise bah, ces questions-là seront traitées ailleurs, mais elles ne sont pas traitées ailleurs. Donc les instances européennes se foutent du monde, les instances françaises sont biaisées, les politiciens ont un certain nombre d'experts avec qui ils ont parlé, et qui les ont convaincus que pour le moment, ce n'était pas un bon truc de cultiver des OGM. Évidemment qu'un ministre normalement avisé devant le résultat de Serralini commande quelque chose qu'il aurait déjà pu dire avant.
qui est qu'il va falloir revoir les systèmes d'évaluation. D'autant que, et je finirai là-dessus, on peut critiquer la manip de Serralini tant qu'on veut. Le problème, c'est que comme elle est réalisée de la même façon que les tests qui servent à accepter les OGM, et en mieux, puisque la seule différence, c'est qu'il y a plus de rats et plus de temps, et bien du coup, toutes les critiques qu'on pourra donner à cette manip valent pour les tests qui servent à accepter les OGM. Donc on arrête de nous dire que les manips de Serralini ne sont pas bonnes. Si elles ne sont pas bonnes, ça prouve quoi? Eh bien, ça prouve qu'il faut revoir les systèmes d'évaluation, puisque les systèmes d'évaluation sont fondés sur la même manip. Alors avant de passer la parole à Hervé Lenné, président de l'Académie de l'éthique, je voudrais justement, puisque vous parlez, Monsieur Gouillon de l'EFSA, vous lire là quelques lignes. À la fin, le dernier paragraphe est merveilleux. Alors bon, je vais lire le premier et le dernier peut-être, du communiqué de presse de l'AFP, qui date, je pense, de ce matin ou d'hier, je ne sais pas, lundi 8 octobre, et qui dit la chose suivante, donc publié à Bruxelles. L'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, attend des réponses du chercheur français Gilles-Éric Serralini sur les lacunes trouvées dans son étude démontrant la toxicité d'un maïs OGM et est prête à lui donner du temps, entre guillemets, a déclaré lundi à l'AFP cette directrice. Nous espérons recevoir des réponses dans le courant de la semaine, a dit Catherine Gélin-Lanéel. S'il a besoin de temps, nous le lui donnerons, a-t-elle ajouté. Et donc je vais à la fin. C'est la fin de la vie de l'EFSA qui était géniale. Ouais, alors à la fin, elle dit à l'EFSA, nous sommes prêts à refaire notre avis si des nouveaux éléments scientifiques l'imposent. Nous n'avons pas peur de cela, a affirmé Mme Gélin-Lanéel. Mais la première analyse de l'étude par un groupe d'experts de l'EFSA ne l'a pas jugée probante. Les autorités de sécurité alimentaire en Allemagne et aux Pays-Bas ont rendu des avis similaires, a souligné Mme Gélin-Lanéel. Le chercheur français a rejeté les premières conclusions de l'EFSA. Il a annoncé refuser de donner des réponses aux questions posées et de transmettre les informations destinées à combler des lacunes dans son étude. Point, voilà ce que... Alors, je vais peut-être... vous dire, à propos de l'EFSA, je vais juste dire que la conclusion de l'EFSA, c'était cette étude est réalisée pour des buts qui ne sont pas clairs. Parce que la première critique de l'EFSA, c'était que les buts n'étaient pas clairs. Ça donne une idée de leur objectivité. Bien. Alors, mon cher Hervé, en grand sage que tu es, en tant que président de l'Académie de l'éthique, et maintenant que tu as entendu ces propos, déjà ce premier round, si je peux dire, de discussion des uns et des autres, qu'est-ce que tout cela t'inspire? Bien, c'est très difficile. Hein. C'est toujours difficile de parler en dernier, parce que tout a été dit ou presque. Bon, je vais essayer quand même de dégager quelques impressions qui me sont personnelles, je vais le dire. Hein. Donc je ne vais peut-être pas être complètement éthique, puisque je vais quand même... dire des réactions personnelles, mais je vais parler avec une casquette président de l'Académie de l'éthique et avec une casquette aussi d'initiateur avec Pierre de ce groupe Confiance en l'avenir, confiance en la science. Alors, première remarque, donc comme je dis, je vais peut-être parler à titre personnel. Tout à l'heure, j'ai entendu mon voisin, un peu embarrassé, je crois quand même, dire « les journalistes ont fait leur métier ». Eh bien, je vais dire, mon opinion, c'est que dans cette affaire, personne n'a fait son métier. Pas les journalistes, et pas les scientifiques, et pas les gens qui gravitent autour. Tout est faux, tout le monde a faux. Alors, les scientifiques, parce qu'effectivement, moi je ne suis pas un scientifique, ma culture est plutôt scientifique, je suis aussi un ingénieur. Je pense qu'on ne balance pas comme ça une étude sans l'avoir soumise à réfutation. C'est une base quand même scientifique. C'est fait, elle a été vue par des référés, enfin. Non, ça n'a pas été fait. Je pense que tout le monde en est d'accord. Personne ne fait autre chose que ça. Permettez-moi de m'exprimer. Je pense qu'il n'y a pas eu, dans l'espèce, une réfutation suffisante. Deuxièmement, je pense qu'il y a une confusion d'intérêts entre l'aspect scientifique et, je dois le dire, la promotion d'ouvrages, du scientifique et de son entourage, et je pense que c'est choquant. Troisièmement, il y a eu certainement, je pense, négligence de la part des journalistes, mais plus que négligence. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de façon honnête de placer une couverture disant « oui, les OGM sont des poisons », alors que l'étude porte sur un OGM dans des conditions bien particulières. Je dois dire qu'avec des méthodes comme celle-là, rien n'interdit de voir demain une couverture dans un magazine « oui, les policiers sont des pourris ». Il y en a des pourris. Il y a à Marseille, il y en a, semble-t-il. Est-ce que pour autant, on se permettra d'écrire une couverture comme ça? Je pense que là,
il y a effectivement des gens qui n'ont pas fait leur métier. Ceci étant, je veux bien admettre que s'il y a cette violence, je reviendrai sur la violence des mots et des photos, c'est peut-être parce qu'effectivement il y a un pouvoir fort et des intérêts forts de ce qu'on se plaît parfois à appeler le lobby des OGM. Peut-être. Mais je pense que ça ne justifie pas quelque chose qui finalement se traduit par une destruction de confiance massive. Nous sommes dans un institut de confiance dont, Pierre Vinicky l'a rappelé, l'objectif est plutôt de restaurer la confiance. Dans cette affaire, je pense qu'il y a une destruction de confiance pour tous. Il y a une destruction de confiance vis-à-vis des scientifiques qui sont, entre guillemets, pro-OGM, et il y a une destruction de confiance aussi des scientifiques qui sont contre, parce que sans doute, ils ne se sont pas comportés de façon éthique. Et il y a une destruction de confiance de la part des médias, et il y a une destruction de confiance, c'est vrai, d'un certain nombre de politiques ou de gens qui, effectivement, grenouillent, entre guillemets, autour de cette question des OGM. Je pense que le ministre, effectivement, obligé de répondre, de réagir sous la pression médiatique, l'a fait assez maladroitement. Je pense que Mme Lepage profite indûment d'une étude qu'elle a pilotée, certes. Elle est une excellente avocate. Est-ce que ça en fait une excellente scientifique? Je ne pense pas. Du tout, c'est Serralini qui l'a piloté. Mais il y a surtout deux choses que je voudrais souligner. Et ça, on n'en parle jamais. Pourquoi fait-on des OGM? Ah, pourquoi? Moi, j'ai des inquiétudes face à l'avenir, moi aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier, et je ne suis pas le seul à le dire, j'ai sous les yeux un livre qui s'appelle Géopolitique de l'alimentation, mais il y en a bien d'autres. Il ne prend pas parti. Mais il rappelle quand même que dans 30 ou 40 ans, il va y avoir un problème d'alimentation. Alors peut-être qu'il n'y en aura pas, effectivement. Si tout se passe bien, tout se passera bien. Mais il y a quand même de forts doutes là-dessus. Nous avons une population qui croît de façon très importante, avec des besoins ou des désirs, mais c'est peut-être pas illégitime d'avoir des désirs, d'avoir un peu plus de bien-être chaque jour. Ça veut dire que tout le monde, et pas seulement dans nos pays riches, a envie de mieux bouffer demain ou dans 10 ans. Or, on n'est pas complètement certain qu'on va y arriver. Je ne dis pas qu'on est certain du contraire, mais est-ce que les OGM ne contribuent pas? Je ne dis pas que c'est la solution. Non, ils ne contribuent je ne dis pas, monsieur, permettez. Vous connaissez la grenouille? Je pense que je m'y connais un peu, mais je ne suis pas un spécialiste. C'est certain. Je pense que beaucoup de gens... Vous répétez un slogan. Je pense que beaucoup de gens pensent que moi, comme moi, y compris dans des revues scientifiques. Mais vous avez vu dans des revues scientifiques qu'on allait nourrir la planète avec des OGM? Je pense qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont contribué à l'ouvrage que je cite, qui disent ça peut y contribuer. Ils ne disent pas c'est la solution. Personne n'a dit c'est la solution. Et qui est-ce qui touchera je pense que la solution, elle réside certes dans des progrès scientifiques. Et je pense que le mot progrès scientifique n'est pas obscène. Parler de progrès scientifique, ça n'est pas obscène. J'en profite, pardon, pour citer, excusez-moi, je vous interromps tous deux, pour vous citer une phrase que j'ai mise à l'écran, qui a été exprimée par M. Émile Poula, qui est le président d'honneur de l'Institut Confiance, qui a 92 ans, qui est un homme extraordinaire, un des plus éminents historiens et sociologues des religions, et qui nous a dit lors de nos universités d'été récentes, il y a 3 semaines, il nous a exprimé une phrase que nous avons reprise ici: 1000 désaccords ne justifient pas un conflit. Voilà, donc je tiens juste comme ça, de manière tout à fait merci de rappeler. Je n'ai pas dit, M. Gouillon, que les OGM seraient la solution. Je n'ai même pas dit que j'étais certain qu'ils y contribuent. J'ai dit qu'il n'est pas impossible qu'ils y contribuent. C'est pas pour ça qu'on les fait. C'est aussi pour ça qu'on les fait, parce qu'on ne fait pas rien, qui soit sans aucun intérêt, ni aujourd'hui, ni dans le futur. On le fait aussi pour des intérêts financiers. Je pense que ça n'est pas non plus obscène de la part d'entreprises d'avoir des intérêts financiers. Je pense que notre civilisation, depuis un certain nombre de dizaines d'années, voire de siècles, fonctionne, et son moteur est en partie les intérêts financiers. Je vais être bref pour terminer. Je dis seulement que, effectivement, on joue sur les peurs. On joue vraiment sur les peurs, et je pense... Oui, je reconnais que j'agite effectivement cette peur qui n'est pas seulement liée à la faim, qui est liée aussi aux questions d'énergie et aux questions d'espace. Il n'y a pas que la faim, il y a un certain nombre de ressources essentielles dont on ne sait pas si dans 40 ans, nous serons en mesure de les fournir face à une demande
qui est croissante. Et c'est rien, 40 ans, dans une civilisation. On ne change pas les comportements d'une pichenette. Voilà. Je dis on joue sur les peurs. Alors, je reconnais, effectivement, c'était tout à fait dans mon intention de le dire, j'ai cette peur, je la mets en avant, mais je dis, il faudrait peut-être y réfléchir. J'ai aussi une croyance, et je termine là-dessus, c'est celle en le progrès scientifique. J'y crois, et je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre, pas trop, de ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années. J'ai tendance à dire donc qu'on ne doit pas, on doit se méfier avant de détruire la confiance. Détruire la confiance, c'est quelque chose de très grave, parce que c'est beaucoup plus facile de détruire que de restaurer. C'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus long ensuite de restaurer et de construire la confiance. N'oublions pas cela, et ce n'est pas éthique de se comporter comme ça a été fait. Merci. Merci mon cher Hervé. Alors rapidement, je vais passer rapidement la parole à M. Houdebine, rapidement à M. Huette, parce qu'il doit nous quitter, je pense, bientôt. Et ensuite, je passerai la parole à la salle. Je voudrais passer la parole à la salle, c'est évidemment important. Et je voudrais répondre sur les OGM et la finance. Il était bien évident qu'il y en a qui vont faire de l'argent avec ça, mais c'est le fait de toutes les entreprises, elles ne le font pas forcément sur le dos des autres. Et que, en fait, on ne parle que de Monsanto et compagnie. Je ne sais pas si c'est des gens très sympathiques, je ne les vois jamais, donc ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des projets qui sont complètement indépendants de ces grandes entreprises, BASF, Pioneer, les autres, parce que Monsanto n'est pas tout seul. Je pourrais vous en citer, je pourrais vous en parler pendant 1 heure, mais prenons un seul cas qui est assez récent. Vous savez que le manioc, c'est une nourriture qui est essentielle dans certains pays, mais il se trouve que ça contient de l'amidon, donc de l'énergie, mais ça ne contient pas de protéines, extrêmement peu. Donc quand un enfant est sevré en Afrique ou ailleurs, il passe à un régime lacté à un régime en manioc avec que de l'amidon. Ils ont des carences en protéines absolument épouvantables. Et bien, aux États-Unis, une fondation qui appartient à un privé, qui fait ça par donation stricte. Il y a 130 chercheurs ou personnes dans ces laboratoires. Ils viennent de sortir un manioc enrichi en protéines à tel point que quand un enfant maintenant mange un manioc, il a sa ration de protéines. Bon, ça, à qui ça va rapporter? Ceux qui vont le manger, puis c'est tout. Et des cas comme ça, je pourrais vous en citer, de projets qui ont été faits dans des universités en Angleterre, aux États-Unis, à l'université Cornell et autres, qui sont exactement selon ce schéma. Et Monsanto n'est pas concerné du tout par ces trucs-là. D'ailleurs, ils font pas ces projets. Pourquoi? Parce que ça rapporte pas assez. Mais par contre, ça rapporte à ceux qui vont les manger. Alors dire qu'on n'est que sous la coupe des vilains capitalistes, c'est un peu simplet quand même. Je dis pas ça, on me demande pourquoi c'est fait. Je dis pour ça. Moi je dis oui. Et quant au fait, quelle proportion des OGM c'est des maniocs là dans le monde? Ça vient de sortir, ils ont pas. D'accord. Donc 98% c'est des trucs résistants aux herbicides ou aux insectes, on est d'accord? Je précise, là, nous parlons de Monsanto, entre parenthèses, j'ai eu un échange avec un représentant de Monsanto qui ne pouvait lui-même pas venir, mais peut-être que quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un de Monsanto est dans la salle, parce qu'on les avait invités. Voilà, donc en tout cas, cette personne n'hésite pas à se faire connaître et à intervenir le moment venu, tout comme les autres intervenants, bien entendu. Donc, juste quelques mots, parce que comme je l'avais annoncé dès le début, je dois vous quitter, parce que j'ai un rendez-vous au ministère de la Recherche. C'est complètement vrai, et même c'est autour d'une table, donc c'est pour ça que c'est maintenant. Juste quelques remarques donc, du journaliste c'est très bizarre pour moi d'avoir été mis dans cette situation parce que d'habitude je suis de l'autre côté, dit Pierre-Henri, mais en tout cas par exemple sur le caractère très général des arguments qui sont envoyés à la figure par rapport au caractère faste ou néfaste des plantes génétiquement modifiées. Je fais exprès de dire plantes génétiquement modifiées parce que OGM, c'est devenu un mot valise qui en réalité ne permet pas de réfléchir. Parce qu'il ne désigne pas assez précisément les objets dont on parle. Il se trouve que cette technologie est très récente. Il se trouve qu'elle n'a été massivement utilisée qu'avec 2 transgènes et qu'à 60%, c'est le transgène de résistance à l'herbicide de Monsanto, le Roundup. Moi, avec d'autres personnes, mais c'est un avis là de citoyen, c'est pas du tout plus que ça, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que cet usage de la transgénèse, aujourd'hui, n'est utile que dans le cadre d'une agriculture intensive, chimisée, mécanisée. Or, cette agriculture-là, on le sait,
n'est pas durable, et en particulier tout ce qui la pousse à industrialiser son mode d'action, à faire toujours les mêmes cultures aux mêmes endroits avec les mêmes intrants, ça c'est quelque chose qu'il faut combattre au maximum. On le sait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énorme majorité des plantes génétiquement modifiées utilisées aujourd'hui dans l'agriculture sont une mauvaise idée du point de vue de l'agriculture durable. Alors après, on se demande, mais si c'est une mauvaise idée, pourquoi ça marche si fort? Eh bien tout simplement parce que ça correspond à certains intérêts dans le milieu agricole, et pas seulement chez le vendeur de la semence et le vendeur de l'herbicide. Et en particulier, si vous vous demandez pourquoi ça a fonctionné si fort au Brésil ou en Argentine pour le soja, eh bien c'est parce que ça correspondait à la fois aux intérêts des plus grands propriétaires fonciers et à la volonté des gouvernements de ces pays-là, qui ne sont pas pourtant spécialement des méchants réactionnaires, parce que ça a joué un rôle important dans le rétablissement des balances commerciales. Et qu'on a vu ça comme intérêt, et que du coup ça a écrasé un éventuel doute, une éventuelle question sur la durabilité de l'agriculture ainsi promue. Alors ce qui est assez drôle, c'est que la semaine où le Nouvel Obs sort ce dossier, cette une, et où donc le papier de Serralini est publié, papier qui a été reviewé, donc ça ne veut pas dire qu'il a été réfuté, mais il a été effectivement reviewé, donc admis à publication, encore qu'il va falloir vérifier cela. L'expérience que j'ai, c'est qu'il peut y avoir des modes de revue par les pairs qui ne fonctionnent pas. Je l'ai vu en climatologie. Alors je ne sais pas si dans le papier de Serralini ça a bien ou mal fonctionné, mais bon, il faudra pouvoir le vérifier, ce qui est très difficile. En tout cas, cette même semaine, je publiais dans Libération un papier sur 2 pages entières promouvant une recherche de l'INRA sur la culture avec peu ou pas du tout d'herbicides. Autrement dit, on a un organisme de recherche agronomique qui, il y a 15 ans, s'est posé la question. On sait bien que utiliser toujours les mêmes herbicides aux mêmes endroits, etc., c'est quelque chose qui n'est pas durable. Il va falloir trouver d'autres solutions. Parce que ça pollue, parce que ça peut développer des résistances, etc. Tout le monde connaît ça. Et donc, ils ont développé des recherches importantes, parce que c'était pas du... Ils sont sortis du labo, ils ont fait des expériences sur plus de 12 ans dans des champs, plusieurs champs, avec des comparaisons avec l'agriculture raisonnée, etc., etc., pour arriver à des conclusions plutôt positives, au sens où, oui, techniquement, on peut y arriver, mais ça pose des problèmes de mise en œuvre économique dans le système agraire, social, etc. Et c'est bien parce que je suis sensible à cette question et que je considère que la PGM résistante aux herbicides, c'est pas une idée dans la durée, que j'avais décidé il y a 3 mois de faire cette enquête sur un sujet qui n'avait manifestement pas soulevé l'enthousiasme d'autres collègues. Donc du coup, ça a été un peu compliqué parce que le positionnement... ceux qui sont pour l'éthique de Serralini, c'est qui sont anti-OGM. Ceux qui considèrent qu'elle pose des questions et qu'elle a été en tout cas maltraitée au niveau de sa médiatisation sont des pro-OGM. Bah avec moi, ça ne marchait pas. Puis ça ne marchait pas avec plein d'autres personnes, y compris des membres du Haut Conseil des biotechnologies, puisque l'agronome de l'INRA, qui est responsable de cette étude et qui vient donc de consacrer 15 ans de sa vie à essayer de trouver comment les agriculteurs pourraient se passer des herbicides, donc des PGM résistants aux herbicides, il est membre du conseil scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, c'est monsieur Nicolas Munier-Jolin. D'ailleurs, dans ce conseil, il y a aussi des économistes et juristes qui sont assez peu susceptibles d'être considérés comme faisant partie d'un lobby pro-OGM science. Je vais m'arrêter là. Ce qui est fort dommage, je trouve, dans ce qui a été fait dans la presse, et pas seulement dans Nouvel Obs, dans cette affaire, c'est que ça aurait pu être l'occasion de mieux expliquer comment fonctionne le système de surveillance, de contrôle, d'expertise publique des risques, etc., y compris pour questionner ce qu'a dit Pierre-Henri sur comment on choisit les experts. Mais il faut quand même se rappeler que c'est un peu comme la remarque de Churchill sur la démocratie. Oui, si on met en place un système d'expertise des risques, que ce soit pour ça ou pour d'autres risques, la seule autorité légitime pour mettre en place
Eh bien, c'est le gouvernement et l'Assemblée pour voter la loi qui l'organise et pour en nommer les directions. Puis après, ces directions doivent nommer des experts dont les caractéristiques de probité, d'indépendance d'esprit, d'indépendance d'intérêt vis-à-vis des gens qui sont des sociétés qui sont dans le système, etc., puissent garantir aux citoyens qu'ils vont faire correctement leur travail. Il n'y a absolument rien qui garantit, même si la loi est bonne, que tout ça va bien fonctionner. Rappelez-vous que dans l'affaire de l'amiante, qui est quand même atroce, l'un des principaux responsables du comité permanent amiante qui a dupé le gouvernement pendant longtemps, c'était le directeur de l'INRET. Donc quelque part, quand il a été nommé par le gouvernement, les gouvernements qui l'ont nommé et confirmé ont commis une faute, puisqu'ils ont choisi la mauvaise personne pour diriger l'INRET. Si un gouvernement choisit les mauvaises personnes pour diriger le Haut Conseil des biotechnologies ou l'ANSES, et que ces gens fabriquent des comités d'experts qui sont tous sur la même orientation, qui ne se posent pas de questions, qui acceptent le secret des industriels, etc., effectivement, ça ne marchera pas. Mais d'un autre côté, l'alternative à ça, c'est quoi pour gérer les risques? Je n'en vois pas d'autre. Excusez-moi, je suis désolé de devoir vous quitter. Merci Sylvestre Huette de votre intervention. Alors je vais passer la parole à la salle. Alors que vous... Attendez, je vais d'abord commencer un peu vers le fond. Là, on va... Ouais. Oui, bonjour. Je suis effectivement très intéressé par ce débat. Oui, pardon, je m'appelle Pierre-Gilles Belin, je suis, on va dire, dans l'écologie au sens large du terme, puisque en fait, j'essaye de faire des maisons vivantes. Je suis très intéressé par... Enfin, j'ai juste une chose que je voudrais mettre en exergue, c'est le glissement de sens. Par exemple, éthique. Alors, éthique, c'est très intéressant, mais éthique, ce n'est pas la rhétorique. Ce n'est pas du lobbying non plus. Ce n'est pas la défense des industriels ou du profit. Maintenant, il faudrait, éthique pour moi, c'est ce qu'on appelait, beaucoup de gens ont appelé le Treblinka des animaux, le Treblinka des plantes. Je suis choqué aussi quand j'entends parler de technologie du vivant. Le vivant, la plante, c'est un être vivant. Donc elle a autant que vous, l'animal, la plante ou l'animal ont autant que vous droit en fait, au respect, si vous voulez. Donc voilà, en fait, c'était mon point de vue éthique sur le sujet. Qui ont du sens et qui sont inadaptés, on va dire qui peuvent choquer. Des glissements sémiologiques qui sont évidemment une entrée médiatique. D'accord. Bonjour, moi je suis rédactrice en chef du journal de l'INRA. Moi il me semble qu'il y a quelque chose qui devrait mettre tout le monde d'accord, c'est qu'il faut refaire cette expérience. Non, il faut refaire les tests. Alors, tous les tests. Il faut refaire en tout cas des expériences dans des bonnes conditions. Parce que quand en général on a en science beaucoup d'expériences qui vont dans un sens et une première expérience qui va dans un autre sens, la moindre des choses c'est de refaire l'expérience avant de tirer des conclusions. Monsieur Serralini a vu des choses dans certaines conditions, dans les limites de son expérience, et en fait, bon, il n'a pas utilisé plus de rats que les expériences précédentes, il a utilisé 10 rats par cohorte, mais il a vu quelque chose, Donc, il faut refaire cette expérience, peut-être donner les moyens à Monsieur Serralini de la refaire dans des conditions normales, parce que c'est quand même pas normal de faire des expériences dans la clandestinité. Donc, refaire cette expérience, peut-être par Monsieur Serralini, peut-être par d'autres laboratoires, et puis rendre transparents les résultats, de même que rendre transparents les résultats des évaluations des industriels. Je vais passer... Monsieur... Michel Juras de l'Académie de l'éthique. Je voudrais vous donner une phrase de Wittgenstein, Micro, monsieur. le plus grand philosophe. Le micro. Wittgenstein dit: ce que l'on peut dire clairement, il faudrait mieux le taire. C'est un peu ce que je ressens de tout ce débat. Merci. Il n'y a pas de vérité, et je pense que tous ces messieurs et dames ont oublié le doute. Il n'y a pas d'éthique sans doute. Et notre ami de parle avec certitude. Il n'y a pas de certitude ni en science ni en éthique.
Je peux répondre? Non. Attendez, non, je repasserai la parole à la tribune, ne vous inquiétez pas, là je prends quelques questions. Avoir des certitudes. Pardon. Bonjour. Ça marche? Oui. D'accord. Bettina Balmer, je vais intervenir en tant que citoyenne. Il y aurait énormément de choses à dire par rapport à ce débat qui de toute façon est très épidermique, enfin moi, ça l'a toujours été sur ce sujet-là. Par rapport, alors j'aurais deux remarques en fait concernant le discours de monsieur de l'Institut de l'éthique. Excusez-moi, je n'ai pas retenu les noms, hein, je suis désolée. Monsieur parlait en fait de la destruction de la confiance concernant le cas qui nous concerne, donc ce qui s'est passé donc, récemment dans les journaux. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de destruction de confiance puisqu'il n'y a pas forcément confiance. C'est-à-dire qu'en fait, la science nous propose des options. C'est ce qui s'est passé avec les OGM. Il n'y a pas eu forcément une création de confiance qui a été détruite par un article qui a suivi. Je veux dire, moi je suis désolée, en tant que citoyenne, non, je n'ai pas forcément confiance aveugle, absolue dans la science. C'est juste comme ça. Et d'autre part, autre remarque, c'est par rapport, mais bon, monsieur il est parti, concernant le Brésil, et c'est là où ça prête en fait vraiment un questionnement. Concernant le cas du Brésil, que je connais un petit peu, par rapport aux OGM, qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Et les OGM sont rentrés au Brésil par l'Argentine. Bon. Une fois le fait accompli, c'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement s'est trouvé dans cette situation-là de se trouver avec des OGM, il a créé en fait une commission en fait, de biosécurité pour essayer de traiter ce sujet-là. Ils ont accepté finalement les OGM par défaut. On va dire ça comme ça, et on va prendre beaucoup à dire sur la composition même de cette commission-là, que je connais un petit peu aussi. À quoi je veux en venir? Je veux aussi en venir qu'en fait, il y a souvent un cloisonnement entre la science et tout ce qui suit derrière, c'est-à-dire les intérêts économiques, et dans ce cas-là, en effet, les Monsanto et autres ont agi moi je dirais, avec des manières de terroristes pour introduire des OGM dans un pays sans vraiment prévenir personne, et ça continue d'ailleurs sur le cas du coton au Brésil. Et d'autre part, en fait, la faiblesse aussi des institutions, la faiblesse de la gouvernance. Et ça, on en parle, je pense qu'on n'en parle pas assez dans ce type de débat. Donc même si on peut accepter ou non, d'un point de vue scientifique, certaines avancées, le problème après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment c'est traité et que font les pouvoirs publics. Madame, j'espère que le micro va tenir. Lire un petit peu, oui. Oui, alors je vais essayer d'aller vite. Donc, je suis scientifique initiée dans ma première vie et je suis aujourd'hui politique. Nul n'est parfait. Alors, je vais essayer de Madame, venez, on va vous passer le micro. 1, 2, 3. Oui, celui-ci marche mieux. Désolé. Oui, ça fonctionne bien mieux. Oui, donc je disais, j'ai été dans ma première vie scientifique en biotechnologie d'ailleurs, et je suis aujourd'hui sur des sujets politiques et je suis moi-même politique. Je voulais faire le constat suivant après avoir entendu les uns et les autres. Il se trouve que dans nos tables réunions familiales, on a aussi ce type de conversation avec des clivages extrêmement importants et forts entre les uns et les autres. Ça veut dire que la société s'intéresse à tous ces sujets, les sujets de science et pas uniquement des OGM. Or, ce que j'ai entendu tout à l'heure et l'action qu'a eu le Nouvel Obs sur cette première page, si je peux me permettre, même si je ne partage pas l'approche complète qui a été proposée, c'est que ça a fait parler et qu'à un moment donné, la société civile, ceux qui ne font pas de science, ceux qui ne font pas de politique, ceux qui sont des citoyens de tous les jours et qui ne se sont pas forcément intéressés au sujet, d'un seul coup s'en sont emparés et je crois qu'en cela, c'était une bonne chose. Alors, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que, puisque nos instances, je vais finir par parler sans micro, c'est mieux, est-ce que nos instances de gouvernance, on a rappelé tout à l'heure qu'il appartient au gouvernement, il appartient à l'Assemblée nationale de légiférer et de prendre des mesures, est-ce que les instances qui permettent d'éclairer aujourd'hui les politiques et les choix sociétaux, ces instances-là sont-elles encore conformes au grand bouleversement que nous avons sur tous les sujets scientifiques d'ailleurs? Et est-ce qu'il y aurait des propositions que vous seriez amenés à faire et à formuler pour que l'on avance de
façon plus raisonnée et qu'on ait plus ces débats, mais qu'on les ait avant et qu'on ait des propositions beaucoup plus consensuelles. Merci. Excusez-moi. Merci madame. On peut vraiment pas avoir confiance dans ces micros. J'ai essayé de pallier. Vous avez bien fait. Arrêtez, c'est le micro fait par la science. Je voudrais apporter ici un point de vue qui est celui d'industriel. Il n'a pas été évoqué. En racontant une anecdote qui touche de près au sujet auquel nous traitons. J'ai été PDG pendant 30 ans d'un grand laboratoire qui s'appelle Eux, qui s'appelle aujourd'hui Sanofi Aventis. Nous avions découvert dans les années 80... Monsieur Vinicki, je précise que c'est mon père qui s'adresse à vous. Donc, vous voyez, la transparence m'oblige à révéler cette information. Je remercie. Je suis très fier de mon fils, enfin, ça c'est une parenthèse. J'ai donc été industriel pendant 30 ans dans le premier groupe mondial chimique et pharmaceutique. Et donc je vais vous parler de ce qui existe et de comment ça se passe. Et ceci va éclairer, je pense, à la fois les scientifiques, les communes, enfin bref, voilà comment ça se passe dans un groupe en Allemagne où est né le principe de précaution, et je le rappelle, c'est important. Ce sont les philosophes allemands qui ont sorti le principe de précaution avant qu'il soit adapté dans les autres pays. Nous avions découvert en 1980 un médicament anticoronarien extrêmement innovant et majeur, et qui valait la peine d'être commercialisé dans le monde entier. Nous l'avions commercialisé en France, nous l'avions commercialisé en Allemagne, nous l'avions commercialisé en Belgique. Le problème qui se posait, il faut maintenant le commercialiser dans le monde entier, qu'il soit accepté, donc nous devons encore compléter nos études, et notamment les études de cancérogénèse, ce qui est un point fondamental, et qui sont des études très difficiles. Donc nous avions pris le protocole européen des études de cancérogénèse chez l'animal pour ce médicament, mais pour bien faire, les toxicologues ont dit on va faire encore mieux, on va encore alourdir le protocole européen pour que nous n'ayons aucun reproche, et notamment aux États-Unis, qui sont extrêmement chatouilleux sur ce problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une étude sur 3 ans qui a été faite, non pas sur 6 mois seulement, sur 3 ans. Les doses qui ont été données ont été beaucoup plus fortes que tout ce qui avait été donné jusque-là. Et au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on voit? Un médicament qui avait été parfaitement toléré, tout d'un coup, les rats présentent des cancers dans le nez. Extraordinaire. Affolement. Et à ce moment-là, on informe immédiatement le système allemand d'enregistrement des médicaments. Là, il y a un mécanisme qu'il faut savoir. Le système d'enregistrement des médicaments envoie immédiatement un fax à toutes les agences du médicament dans le monde. Attention, voilà ce qui a été observé. Immédiatement en Allemagne, le produit est stoppé. Qu'est-ce qui se passe en France? Moi-même, j'avais le médicament, là, les résultats, j'ai toujours la même réaction. La première chose que je fais, j'avertis la direction de la pharmacie au ministère de la Santé et je vais voir personnellement le directeur de la pharmacie. Il s'avérait que le directeur de la pharmacie à ce moment-là n'était pas un administratif, mais un pharmacologue, un scientifique, c'est un mot, et qui connaissait très bien tous les problèmes de toxicologie. Tout de suite, il voit le protocole, mais il me dit, mais dites-moi, je me demande si ce n'est pas une histoire de nez de rat. Il me dit, écoutez, c'est une grande bêtise de stopper le médicament en France, il est très important. Vous allez écrire une lettre à tous les médecins pour les informer, avec notre lettre que nous refaisons nous-mêmes, et puis nous allons voir ce qui va se passer. Parallèlement, notre groupe a donné à réétudier le protocole et le produit à des experts, notamment en Suisse, totalement indépendants. Au bout de 3-4 mois, la réponse est venue très claire. C'est une histoire de nez de rat. Les rats qui ont été utilisés présentent spontanément des formes de cancer qui n'ont absolument rien à voir avec le cancer humain. Par conséquent, c'est qui n'ont rien à voir avec les cancers humains. C'est les formes de cancer dans le nez très spécifiques du rat. À ce moment-là, il y a eu passage devant le tribunal en Allemagne, les choses se passent comme ça, où il y a eu des avocats pour et contre, et le tribunal a effectivement jugé que le produit devait être remis sur le marché. C'est ce qui s'est passé avec, dans le prospectus,
une mention « Attention, risque d'un cancer ». Nous n'avons pas eu en France cette obligation. Mais la conséquence a été très grave pour la firme. Le médicament n'a jamais été internationalisé et les malades du monde entier n'ont pas pu en profiter. Je vous remercie. Merci. Alors, je passe la parole à Yves, Agnès. Oui, donc Yves Agnès, je suis un ancien rédacteur en chef au Monde et surtout maintenant, je suis à la retraite, je préside l'association de préfiguration d'un conseil de presse, c'est-à-dire une association qui s'occupe de déontologie, d'essayer de promouvoir la déontologie dans les médias. Deux choses justement sur un peu la mission l'émission du journaliste. Je crois qui éclaireront peut-être et compléteront ce qu'ont dit mes confrères tout à l'heure. Il y a deux missions. Le journaliste a deux missions. Hein. Il a d'abord une mission de rapporter les faits. Et donc le rapport des faits doit se faire avec la plus grande exactitude. Et actuellement, c'est extrêmement difficile, ça le devient de plus en plus, parce que, à mes yeux, en tout cas, je pense que le mensonge est une pratique extrêmement répandue dans la société, dans les sociétés, et elle a sa source dans différents problèmes, mais en tout cas, on sait qu'en France, notamment au niveau politique, c'est extrêmement préoccupant pour le bon exercice de la démocratie. Donc, c'est difficile aussi pour les journalistes, finalement, de faire le tri et d'essayer d'aller au plus proche de la vérité. Le journaliste ne prétend pas à l'objectivité scientifique, bien entendu, mais il ne va pas... il va chercher à être au plus près des faits, mais il ne va pas non plus, et il ne doit pas non plus faire preuve d'un relativisme total qui ferait que le fait n'existe pas, quoi. Donc voilà, première mission, donc effectivement, nécessité de faire des vérifications. Or, un des plus grands mots actuels du journalisme, c'est qu'on ne vérifie pas assez. La deuxième mission, c'est de favoriser le débat. Moi, je pense quand même que tout bien pesé, finalement, avec peut-être ses erreurs et son côté provocateur, parce que la provocation, ça peut avoir des effets positifs. L'initiative du Nouvel Observateur a permis, certainement, comme on l'a dit dans la salle aussi, des débats à l'intérieur des familles, des débats dans la société. Et moi, j'ai lu ensuite, par exemple, de nombreux articles documentés, notamment dans Libération, dans Le Monde, etc. Donc je crois qu'au niveau de l'information de nos concitoyens, cette provocation, appelons ça comme ça, a permis d'avancer. Merci. Alors, avant de repasser la parole à nos intervenants, pour un dernier tour de piste et peut-être des perspectives de progrès. Je leur demanderai à chacun finalement un petit peu sur la base à la fois de leur expérience, de leur vécu dans cette situation, des remarques qui ont été faites par les uns et les autres dans la salle. Finalement, s'il y avait peut-être un aspect sur lequel, de votre point de vue, nous aurions collectivement, la société aurait collectivement intérêt à se pencher, à faire évoluer les choses, les pratiques, les systèmes, les processus, le fonctionnement démocratique, justement, quel serait-il ? Qu'est-ce que vous pourriez recommander ou suggérer que nous aurions vocation, y compris nous, Institut Confiance, à véhiculer auprès des gouvernants, auprès des dirigeants publics, privés, entreprises ou autres, pour faire un petit peu bouger les lignes et améliorer cette situation et peut-être restaurer cette confiance si tant est qu'elle ait existé, comme c'était dit tout à l'heure par l'une de nos intervenantes. Qui veut prendre la parole ? Dorothée. Il y a beaucoup de questions qui méritent d'être prises de manière concrète et précise. Refaire les expériences, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand j'ai travaillé avec André Cicolella pour publier le livre Alerte Santé en 2006, qui est consacré aux lanceurs d'alerte, eh bien, on a juste pu constater que ce soit pour l'amiante, le mercure dentaire, les pesticides, etc., qu'on a toujours la même répétition systémique, en fait, des problèmes. Et par rapport à cela, je dirais, on peut citer simplement la remarque de l'Agence européenne de l'environnement. En 2001 a été publié un rapport « Signaux précoces, leçons tardives, principe de précaution »,
qui reprenait 14 études et qui montrait un certain nombre de problèmes qu'on a listés, qui sont des embourbements, on va dire, systémiques, et qu'il va bien falloir un jour ou l'autre vraiment prendre au sérieux, à bras-le-corps, prendre au sérieux des expertises qui viennent de la société civile. Je constate simplement que l'office parlementaire n'entend pas du tout les choses de la sorte. Il y a tout un tas comme ça de recommandations, 12 critères de vigilance que vous pouvez voir sur Internet, c'est très intéressant. Peut-être justement par rapport à ces lanceurs d'alerte, et pour répondre à madame qui est dans la politique, on est dans un moment où beaucoup de dossiers sont secoués, que ce soit le biphénol A ou plus généralement les perturbateurs endocriniens, et par rapport à ces lanceurs d'alerte, un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, notamment Marie-Christine Blandin, ont mis en place un projet de loi sur la mise en place d'une haute autorité de l'expertise scientifique et de l'alerte. D'ailleurs, proposition qui était faite dans ce livre, Alerte Santé, de 2006. Vous voyez, il faut bien du temps. Cette proposition de loi va être débattue la semaine prochaine. Donc, on y est. Et espérons qu'on prenne au sérieux cette question effectivement des modalités d'expertise, parce que sur ce terrain-là, il y a beaucoup à dire. Et on voit très bien, si on prend simplement le cas des nanotechnologies, que tout est à revoir à partir du moment où c'est plus la dose qui fait le poison, où il y a tant de quantité de choses qui sont explosées du point de vue du principe de l'analyse des risques. Je pense très important de revenir sur la discussion sur l'argument fin dans le monde, ou en tout cas de la légitimité des projets. Les bénéfices, on met toujours en rapport bénéfice-risque, comme si les bénéfices coulaient de source. Eh bien non, justement, les bénéfices, en l'occurrence là des OGM, ou des projets de biologie de synthèse, sont à mettre en regard avec d'autres alternatives. Ça fait partie d'ailleurs des recommandations toujours de cette étude de cet organe européen dont je viens de parler. Prendre la dimension donc de considérer véritablement les choses dans leurs alternatives, parce que si ce sont les évaluateurs qui sont aussi les promoteurs, vous avez un écran, vous n'avez pas possibilité vraiment de traiter des choses. Je continue pour reprendre un petit peu au vol aussi la question des journalistes. Comme Sylvestre Huet, moi j'ai aussi été journaliste pendant une vingtaine d'années, en quotidien d'ailleurs aussi. Je crois que dans les 2 missions que vous donnez, qui ont été d'ailleurs magnifiquement développées par Géraldine Mühlmann, la dimension de la mise en politique, de la mise en société des sujets, pour les journalistes scientifiques, font problème. C'est ce qu'on a vu. Je fais partie de cette association de journalistes scientifiques, Jean-Jacques Perrier aussi, nous sommes les fondateurs de Vivagora. Et Vivagora, à partir de la crise OGM des années 90-2000, après le constat de l'échec des débats 98, la conférence citoyen qui est une bulle de neutralité, ça n'a pas de sens de faire des conférences de citoyens, il faut mobiliser les forces vives de la société qui ont quelque chose à dire. Après l'échec de la conférence des 4 sages 2001, où personnellement, comme Hervé Kempf, nous avons été menacés, je le dis, je vais te casser ta carrière, voilà ce qui se passe. Eh bien, c'est bien un échec de la mise en relation entre les questions de la société civile, cohabitation des cultures dont parlait Pierre-Henri, brevet sur le vivant, et des réponses d'experts qui flottent comme ça, qui n'ont pas de pertinence. Donc toute la question qui est extrêmement importante pour les médias, c'est effectivement à la fois de respecter les cadres dans lesquels se placent les évaluations, le travail scientifique, mais aussi de mettre en société, et cela, au sein même de la JSPI, pose problème. C'est-à-dire que, pour avoir discuté longuement de cela avec mes collègues dans les années plutôt 2000, eh bien, à la question « Comment instruisez-vous vos enquêtes du point de vue sociétal ?» Eh bien, tout est de l'improvisation, alors même que traiter sérieusement des enjeux, si on prend simplement la question des brevets sur le vivant, c'est d'une complexité colossale. C'est pas juste le dernier livre de Bruno Latour.
même si le dernier livre de Bruno Latour est remarquable du point de vue du décodage, justement, que la séparation entre les faits et les valeurs est vraiment très problématique. C'est bien ça aussi qu'il faut pas se gausser de mots. Je pense que les journalistes, ils peuvent effectivement essayer de traiter les faits, mais je pense que l'idée de la neutralité est une idée qui n'a pas de sens, de même que l'éthique de surplomb est quelque chose qui n'a pas véritablement d'efficacité, et que nous prenons à Vivagora l'idée d'une éthique de l'impureté. C'est pour ça d'ailleurs que à la fin du mois de novembre, le 30 novembre, nous organisons les Assises du vivant. Je reprends la question de monsieur sur les maisons vivantes. Les maisons vivantes, oui, habiter le vivant, ça veut dire se mettre d'accord aussi sur ce qu'on fait du vivant. Merci Dorothée. Monsieur Woodbine. Oui, je voulais faire un commentaire sur les expériences à long terme. Nous avons, enfin, tous les experts et les agences du monde ont considéré que les tests à 3 mois étaient suffisants pour la toxicologie, pas de cancérologie, parce qu'ils ils ont l'expérience sur toute une série d'extraits de plantes et de molécules, que ce qu'on voit à 1 an est en général déjà visible à 3 mois. Donc c'est pas strictement 100% la même chose, mais ils ont considéré que quand on voit les risques théoriques d'un maïs, on peut considérer que c'était suffisant. L'AFSA, maintenant l'ANSES, j'ai été 10 ans, je viens juste d'en partir, a demandé systématiquement des tests à 3 mois pour tous les OGM avant leur première mise sur le marché, alors que le règlement européen, qui est le plus strict dans le monde, recommande de le faire dans certaines situations. Maintenant, pour les tests de longue durée, il y en a 24 qui ont été faits dans le monde depuis 10 ans, sur différentes espèces animales, sur des temps extrêmement longs, parfois plusieurs générations, sur différentes espèces animales, donc avec plusieurs OGM, et rien, il n'y a aucun élément indiquant qu'il s'est passé quelque chose de mal. Alors, un dernier mot sur ce qui va se passer en Europe. Tout à fait indépendamment des événements qui nous réunissent là, de cette publication avec les rats et les tumeurs, l'Europe a décidé de faire des études de longue durée, 2 ans, 3 ans, etc., sur plusieurs espèces animales, sur plusieurs OGM, et cette décision a été prise et le travail est en train de se répartir et commence juste. Donc en fait, pourquoi avoir fait ça? J'ai pas eu l'impression que c'était parce qu'il y avait des grands doutes, mais parce qu'on pense que la société est inquiète et que ceci pourrait contribuer à donner des preuves, et puis ce serait toujours bienvenu que ces preuves viennent. Voilà, donc ça c'est en cours. Merci Monsieur Woodbine. Vous avez un comment? Oui, je veux dire que les études à long terme, il y en a eu plusieurs, et que certes, elles n'ont pas toutes donné les mêmes résultats, mais il y a eu une italienne qui donnait aussi des effets physiologiques sur les organismes. Alors voilà, donc à chaque fois, on dit que c'est des mauvaises expériences, et ça c'est extraordinaire, c'est que c'est toujours les mauvaises expériences qui donnent des résultats que vous ne voulez pas. Moi, je pense que nous avons un vrai problème, et je ne suis pas satisfait par le fait que l'INRA, je suis très satisfait que l'INRA fasse des médicaments à long terme, mais j'aimerais, moi, qu'il y ait une agence indépendante qui soit créée en France pour ces questions. Il y en a assez. Que ce soit systématiquement les gens qui produisent les OGM, qui testent leurs propres OGM, ou l'INRA qui est associée avec les entreprises de production d'OGM, particulièrement avec l'IMAGRE en France, et qui fasse que l'INRA fasse l'expérience, c'est très bien. Mais pour que ça soit vraiment crédible, il faut une agence indépendante qui soit évidemment alimentée par les entreprises qui veulent faire des OGM et qui fasse des tests sur ces OGM. Tant qu'on n'aura pas ça, ça sera. Tant qu'on n'aura pas ça, ça ne sera pas crédible. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, je suis extrêmement choqué par l'emploi du mot éthique par certaines personnes qui sont ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il ne faut pas confondre éthique et scientisme. Le confiance dans la science, c'est pas de l'éthique. Scientisme. Scientisme, ça veut dire tout ce qui est scientifique est bon et tout ce qui n'est pas est moins bon. Je pense que ça n'a aucun sens. Je voudrais vous dire, monsieur, que j'ai entendu il y a quelques années, c'est dommage que notre journaliste ne soit plus là, parce que, tu devais y être aussi. Je me souviens très bien d'une réunion organisée par les journalistes de l'Association française des journalistes scientifiques, qui s'appelait Scientifiques et journalistes qui manipulent qui. Et à cette séance, il y avait une très grande journaliste qui est malheureusement décédée depuis, et qui avait mis sur la place publique le problème du sang contaminé. Et je me souviens très bien d'un médecin de l'Institut Pasteur, un homme très renommé, qui a dit à cette journaliste: ce que vous avez fait est scandaleux, parce que ça fait perdre la confiance dans la médecine.
Je pense que vous êtes en train de faire la même erreur. Vous devriez faire très attention. La confiance dans la science, les scientifiques, pas la science, doivent la mériter. Lorsque les scientifiques acceptent de se mettre sous la dépendance aussi forte d'entreprises dans leur démarche, ils perdent leur crédibilité en tant qu'experts. Et c'est ce qu'on voit dans toutes ces affaires. Pour moi, j'aime la science, je suis chercheur, et je tiens à ce que la science reste respectée. Et pour ça, j'aimerais que les scientifiques arrêtent de se mettre au service d'intérêts particuliers. Et je voudrais pour ça répondre à notre dame politique, comme elle s'est présentée, et lui dire que je pense qu'une des choses qu'il faudrait faire, ça serait de réformer les instances dirigeantes de la science, de façon à rééquilibrer les différentes tendances scientifiques qui existent. Si vous prenez, j'ai été moi-même directeur adjoint aux sciences de la vie au CNRS, chargé de la biologie végétale et de l'écologie. C'était très drôle parce que j'avais 2 communautés de chercheurs sous ma responsabilité. Et sur cette question-là, quasiment tous les biologistes végétaux étaient en faveur des OGM, quasiment tous les chercheurs en écologie sont critiques vis-à-vis des OGM. Donc, selon la communauté de scientifiques que vous prenez, vous n'aurez pas le même type de réponse. Si vous voulez qu'il y ait du débat, si vous voulez qu'il y ait de la contradiction, alors, excusez-moi, mais par rapport à ce que vous avez dit, là, il y avait un grossier mensonge. Aucun scientifique, quand il trouve un résultat, n'attend plus que le jugement des référés avant de faire état de ces résultats. Je trouve quelque chose, je l'envoie à une revue, les référés disent ce qu'ils en pensent. Si jamais le résultat, c'est que le papier est publié dans la revue, j'étale ce résultat comme un résultat acquis. Tout le monde fait ça. Donc quand vous dites que c'est pas honnête de la part de Serrani de faire ça, vous traitez tous les scientifiques de la même façon. Donc je vous le dis, c'est pas très éthique. Donc si jamais on veut qu'il y ait des débats à l'intérieur de la communauté scientifique, il faut que les instances dirigeantes de la communauté scientifique soient elles-mêmes diverses. L'Académie des sciences, par exemple, est un repère de biologistes moléculaires, de biotechnologistes et de neurobiologistes, avec 3 malheureux écologistes qui se battent en duel, 0 évolutionniste, 0 généticien des populations. Tous les domaines qui sont concernés par ces questions sont carrément pas représentés. Pourquoi? Parce que les Français, malheureusement, fonctionnent comme ça. Quand l'Académie des sciences cherche qui veulent recruter, ben les biologistes moléculaires se battent pour recruter un biologiste moléculaire, les neurobiologistes pour recruter un neurobiologiste. Il faudrait absolument revoir les statuts de cette très belle institution de façon à ce qu'elle devienne plurielle. Merci. Merci M. Bouillon. Alors avant de passer la parole pour quelques derniers mots à Monsieur le professeur et à notre ami Hervé, je passe la parole à 2 représentants du monde des médias. Je repasse la parole à Yves et ensuite à Philippe Guilleneuf, qui est le fondateur et président des Indignés du PAF. Merci. Un mot seulement, enfin 2 mots exactement, sur le thème de la transparence. Parce que dans la quête des journalistes, c'est ce qu'il y a actuellement par rapport à notre débat aujourd'hui, je crois, de plus important dans ce que recherchent les journalistes. Alors d'abord, une information, l'Association des journalistes économiques et financiers, avec 2 associations de chercheurs en économie, ça vient d'être présenté aux Assises du journalisme à Poitiers la semaine dernière, prennent des initiatives, alors dont celle d'Hervé Kampf d'ailleurs, prennent une initiative justement en faveur de la transparence des experts en économie qui font des ravages dans les télés, les radios, etc. Donc actuellement, on essaye de promouvoir ça. Deuxième chose qui est tout à fait différente du monde des médias, pour la première fois de l'histoire de la République, les députés qui viennent d'être élus à l'Assemblée nationale ont dû faire une déclaration d'intérêt devant un déontologue qui a été nommé par le bureau de l'Assemblée nationale déjà 1 an avant la fin de la précédente législature. Il n'est pas en activité. Pardon? Celui qui est ministère n'est pas en activité et le nouveau n'a pas été nommé. Pardon? Le nouveau n'a pas été nommé? Oui. Il n'y a personne. Le nouveau n'a pas été nommé. Alors, donc, ils ont fait une déclaration de conflit d'intérêts. Or, les sénateurs ont déjà adopté la déclaration de conflit d'intérêts avant les députés, et eux, ils la publient. C'est-à-dire que cette déclaration d'intérêt est publique sur le Internet, sur le site du Sénat. Moi, ma proposition, c'est que les députés en fassent autant, parce que pour l'instant, c'est totalement opaque. Merci Yves.
Donc Pierre m'a présenté donc les indignés du PAF. Alors un petit peu de fact-checking rapide comme ça, et je vais m'adresser à Monsieur Woodpin. Vous avez donc intervenu, quand vous êtes intervenu au tout début, vous avez cité des choses qui, je le crois, malheureusement sont fausses. Excusez-moi. L'Assemblée nationale, le 28 novembre dernier, a voté une loi qui s'appelle la loi d'interdiction du ressemencement, qui a créé les certificats d'obtention végétale. Vous avez dit que les paysans ne devaient pas racheter les semences. C'est faux, pour plusieurs raisons. Tout simplement, d'abord parce qu'il y a une obligation légale maintenant à racheter des semences ou à reverser des dividendes aux semenciers quand on replante des semences, des bébés de semences qu'on a soi-même achetées auprès d'un semencier. Primo, donc le fait de racheter, que vous dites que les gens disent qu'il faut racheter des semences, ben oui c'est vrai, puisque c'est la loi maintenant qui les y oblige. Primo. Secundo, donc quand il y a des bébés semences, parce que vous avez dit que les semences n'étaient pas stériles, c'est pas vrai. Actuellement il y a beaucoup de semences qui sont stériles, qui sont fabriquées comme ça, qui sont donc des manipulations génétiques qui ne sont pas naturelles mais qui sont artificielles, dont on peut effectivement imaginer qu'elles aient des conséquences sur l'organisme. Et enfin vous avez dit qu'il n'y avait pas de suicide en Inde, c'est pas vrai. Il y en a eu de très nombreux et il n'y en a pas eu qu'en Inde, suite à des paysans qui justement ne savaient pas que les semences étaient stériles et qui se sont retrouvés à devoir payer pour des semences qu'ils avaient achetées l'année précédente sans pouvoir ressemencer, puisque de toute façon on ne pouvait plus ressemer derrière. Mon cher Hervé, je vois une dame qui lève la main, on va peut-être passer la parole. Si vous voulez bien venir ici, ici, parce qu'on n'entend pas, et on pourra l'enregistrement de... Non, on n'entend rien du tout, non, sincèrement, je préfère que vous veniez, si ça ne vous dérange pas. Et puis ensuite, je passerai la parole à Hervé pour la fin de notre débat. Enfin, la fin de notre débat, façon de parler, ce n'est qu'un début. Merci de me donner la parole. Moi, j'interviens aussi ici en tant que citoyenne un petit peu éclairée. Enfin, en tout cas, ayant été éduquée, on va dire. Je crois que c'est un peu dommage de réduire le débat des OGM à celui de Monsanto ou de certains semenciers qui, d'une manière ou d'une autre, manipulent les semences pour les rendre stériles ou le fait qu'elles se diffusent ou le fait qu'elles soient contre un désherbant. Je pense que, en tout cas, ce que j'ai retenu de mon cursus universitaire, c'est que les OGM, c'est quelque chose qui a été fait depuis toujours, manipuler les semences. À l'époque où on irradiait les graines avec des UV, etc. Je crois que la différence aujourd'hui entre... ce qui a été nouveau aujourd'hui, c'est que maintenant on comprend ce qu'on fait. Non, c'est quand le brevet, la différence. Alors, mais peut-être qu'il faut sortir justement de ça. Mais alors occupez-vous-en au lieu de dire ça. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut arrêter ces conneries de brevets, et j'en dis oui, peut-être, mais tant que ça ne sera pas arrêté, ça sera un scandale. Je pense qu'effectivement, il faut complètement sortir de la seule logique de c'est un brevet ou pas, et qu'il faut laisser la science se faire. Si vous enlevez le brevet, on est tous d'accord avec les OGM. Non mais c'est ça, mais je crois que je me demande si aujourd'hui le grand public comprend ce qu'est un OGM. Je sais pas, je suis arrivée en cours, je sais pas si vous avez réexpliqué à quel point un OGM c'est pas seulement un méchant semencier. On a une technoscience et un technomarché, et que là, ce que dit Pierre-Henri, c'est que il y a une association entre cette technique, il n'y a rien de diabolique, mais simplement elle est complètement arraisonnée au marché. Donc il y a un problème. Mais on est d'accord. Pour moi, c'est vraiment ça le cœur du problème, effectivement. Libérons les agronomes que vous êtes. Non, mais enfin, effectivement, il faut essayer peut-être de revenir à un peu de sérénité, et sans doute qu'il faudra par ça, je sais pas, passer par une volonté politique. Il y a un problème politique. C'est difficile. Hein. Bon. Oui, d'abord, je voudrais dire, puisque beaucoup ont parlé d'éthique, moi je suis très content de ça d'ailleurs, il n'y a pas de vérité éthique, ni dans un sens ni dans l'autre. L'éthique, c'est justement aussi le débat. Alors peut-être que tout à l'heure, mais je l'avais dit, j'ai pris des positions personnelles qui ont pu apparaître pas tout à fait éthiques, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je pense que ça... Alors, je veux bien revenir un peu sur ma virulence tout à l'heure vis-à-vis du journaliste, enfin de son journal plutôt, dont j'ai pris la place physique. Oui, effectivement, ouvrir le débat, c'est bon, mais je tempère quand même ça, c'est bon, mais ça se fait quand même pas avec n'importe quel moyen. Les moyens et le comportement utilisés, là, je dois dire, me gênent quand même beaucoup. Alors, j'ai été un petit peu attaqué aussi sur un certain nombre de choses. Moi, je suis quand même surpris
parfois des comportements de généralisation. Et il y en a de tous les côtés, des comportements de généralisation. Mettre le soupçon sur l'expertise au sens large me paraît absolument excessif. Dire qu'en mettant en cause un scientifique dont j'estime, moi, que, c'est mon point de vue personnel, il n'a pas fait son métier de scientifique, je n'ai pas dit pour autant que tous les scientifiques étaient de mauvais scientifiques. Dire de ma part qu'un journaliste peut-être a été au-delà de ce qu'il aurait pu faire, je ne mets pas en cause toute la profession de journaliste. Je pense qu'il faut éviter les amalgames. Et ça, quel que soit le côté auquel on se place. Et je pense que pour effectivement tempérer le débat, c'est très important d'éviter les amalgames. C'est vraiment un point qui me semble devoir être mis en avant. Alors sur la question de l'alimentation, parce que là, je dirais, je ne sais pas, je l'ai dit, si les OGM sont la solution. Mais je pense que personne ne nie qu'il y a un problème d'alimentation dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Là, je n'en parle pas, mais 30 ou 40 ans, ce sont mes enfants, mes petits-enfants, les vôtres. Et je peux vous dire que ça me gênerait quand même qu'il y ait des problèmes de pénurie de ressources. Alors, il n'y a pas que l'alimentation. Je dis l'eau, l'énergie, ce sont des sujets sur lesquels je travaille. Il y a une question, vous ne pouvez pas nier, monsieur. Les OGM ne font que l'empirer. Mais ça, monsieur, c'est une affirmation. Je vais prendre un exemple. Si nous nous plaçons au début de l'aviation, qui, à l'époque où le début de l'aviation a commencé, avec les accidents qu'elle a provoqués, les craintes qu'elle soulevait, qui avait prévu qu'un siècle plus tard, l'aviation serait, je m'excuse de le dire, je pense quand même un bienfait de l'humanité, parce que ça permet des échanges, ça permet des tas de choses, ça permet de la croissance économique. Alors on peut être contre la croissance économique. Sauf les bombardiers, tu as raison. Mais je pense que dans les OGM... Non, mais ça n'est pas comparable. C'est très simplement milieu parce que ça fait des amalgames. Non, vous faites des amalgames. Je ne fais pas un amalgame. Je dis bon, alors je ne fais pas d'amalgame. Je ne dis pas les OGM, c'est la même chose. Je dis seulement que faisons confiance. Et faire confiance, ça ne veut pas dire que dans la science tout est bon. Je n'ai jamais dit dans la science tout est bon. Je dis, il me semble qu'on peut faire confiance d'une certaine façon à la science. Et c'est pas un amalgame que de dire l'aviation dans ses débuts. On ne savait pas que... L'amalgame, il est entre l'aviation et les OGM. On ne va pas comparer une technologie qui fait bouger les gens, qui est un objet d'ingénieur, à ce que monsieur a pointé tout à l'heure, sur ces biotechniques où vous modifiez le vivant, vous l'instrumentalisez, et vous l'appropriez. Et en plus, non, mais alors je crois que je ne me l'approprie pas. Non, mais les entreprises qui le font, je pense que par le brevet. Je pense que il n'y aura pas d'ingénieur. Dorothée, nous sommes vivants, certes, mais nous sommes aussi menacés. L'humanité est fragile, ne l'oublions pas. Elle est fragile. Non, et elle va très bien. Et en détruisant l'environnement avec les OGM, vous allez... Allez, monsieur, vous affirmez, je pose des questions, c'est tout à fait différent, c'est un comportement différent. Vous affirmez, je ne fais que poser des questions. Non. Eh bien, écoutez, je vois que... non, On arrête. Non. On ne peut pas maltraiter les types de cette façon. Exactement. En fait, une caricature scandaleuse. Je vous pose une question, messieurs et mesdames. Juste une simple question. Est-ce que vous nous laissez le choix, en tant que scientifique, est-ce que vous nous laissez le choix de choisir la façon dont on a envie de s'alimenter? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'on aura le choix demain d'avoir soit 100% OGM, soit 100% pas OGM, mais le vrai débat est là en tant que consommateur, consommatrice, j'ai envie de savoir ce que je vais manger et surtout je vais avoir le choix de dire non. Et ça, en vous écoutant, je n'en suis pas certaine. Voilà. Bien. Écoutez, vraiment, là, Corinne vient de lancer une question qui finalement met tout le monde, sinon d'accord, en tous les cas, ouvre le débat et montre qu'effectivement on est loin d'avoir résolu le problème. En tous les cas, on a essayé aujourd'hui d'ouvrir ce débat qui existe déjà, mais bien sûr on a essayé de le faire, espérons-le, un tout petit peu avancé, mais il y a encore du boulot, comme vous le voyez. Nous allons à l'Institut Confiance essayer, avec nos partenaires, essayer d'apporter des pistes de progrès, des éléments peut-être d'avancée dans ce sens-là. Je vous remercie tous.